entendez bien et que vous nous voyez bien. Super, merci Anaïs pour ton retour. Si tu nous entends bien, si tout fonctionne bien pour toi, alors ça devrait être OK pour tous les autres participants. Lorsqu'on démarre, il est 18h05. Voilà, installez-vous confortablement. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cet événement en ligne. On est ravis de vous accueillir. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur cet événement, donc c'est un bel aboutissement. Je me présente, je suis Alexandre, donc je vais être avec vous sur les 2 prochaines heures et on va échanger, discuter autour de l'entrepreneuriat féminin, donc Stronger, oser entreprendre. Voilà, on est ravis, on a une petite dizaine d'intervenants qui se présenteront au fur et à mesure. Et je suis également aux côtés de deux confrères co-animateurs, Lou Chauvin, donc, qui représente Epiteka. Lou, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonsoir à tous et à toutes et je vous souhaite la bienvenue sur cette soirée qui promet d'être sympathique, je l'espère. Merci Lou. On a également à nos côtés Nathan qui représente la Fédération Athéna. Bonsoir Nathan, tu nous entends? Super, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Bon, mais très bien. Voilà, on est encore une fois, on est ravis de vous accueillir ce soir. Il y avait presque 220 inscrits, donc ce qui est quand même un beau score pour les événements en ligne. Bon, on commence à être habitué à ce type d'événement, mais il faut saluer ce type d'initiative, en l'occurrence justement dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin ce soir. Peut-être avant de rentrer un peu dans le détail de l'agenda, peut-être vous redonner un peu de contexte et présenter Pepiteka. Lou, est-ce que je peux te demander de nous représenter un petit peu l'organisateur aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, le Pépiteka fait partie des 33 pépites présents en France à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a pour vocation de préparer, d'incuber et d'accompagner les étudiants entrepreneurs dans la création d'un projet entrepreneurial. Et donc, c'est dans ce contexte que ce soir, on a organisé cet événement avec Citinov, qui est donc un incubateur étudiant-entrepreneur de Bordeaux INP. On a choisi de rassembler nos événements ensemble ce soir, donc grâce à Bordeaux INP, Université de Bordeaux, Université de Pau et des Pays de la Dour et Université de La Rochelle, que l'on peut voir le jour. J'imagine qu'en plus, il doit y avoir des participants qui sont justement dans ces universités-là. N'hésitez pas à vous signaler sur le chat, à représenter un petit peu votre chapelle. Alors, c'est vrai que donc, cet événement-là, on en parlait un petit peu avant de démarrer l'événement. Cet événement-là est organisé donc, dans le cadre du mois de l'entrepreneuriat féminin.
Alors, c'est le mois de mars, mais on est un petit peu en avance. Est-ce que tu peux nous redonner un peu de contexte là-dessus également? Donc, c'est dans le cadre, en effet, toujours de Pépites France qui nous propose en fait d'organiser l'ensemble des pépites, des événements en lien avec l'entrepreneuriat féminin qui ont lieu entre février et mars. Le but, en fait, c'est de s'inscrire dans un partenariat avec 100 000 entrepreneurs qui proposent tout un tas d'événements de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin chez les étudiants entrepreneurs. Donc, nous, on est le premier pépite cette année à ouvrir le bal. Bon, bah, super. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Lou. Je vais maintenant demander à Nathan de se présenter aussi. Alors, qu'est-ce que vous faites à la Fédération Athéna, Nathan? Ouais, absolument. Du coup, la Fédération Athéna, c'est une fédération étudiante qui signifie Association territoriale des étudiants aquitains. Donc, on vient regrouper, cohésionner, fédérer des associations qui viennent de l'Académie de Bordeaux et de ses antennes, donc l'Université de Pau et des Pays de la Dour, l'Université de Bordeaux, dans un objectif en fait de pérennisation de ces structures. Donc, on vient les accompagner en proposant de la formation notamment, et on traite aussi de problématiques qui touchent le monde étudiant, comme la précarité, avec par exemple le comptoir d'Aliénor, qui est une épicerie sociale et solidaire. Mais on s'occupe aussi de thématiques comme l'entrepreneuriat. Je fais de la sensibilisation depuis près d'1 an maintenant sur ce sujet-là. Donc, ce qui vient justifier notre présence ici ce soir. Bon, mais très bien, voilà. Alors, ben, bien évidemment, si vous êtes étudiante, entrepreneur, n'hésitez pas à vous manifester idem sur le chat. J'en profite également pour vous préciser que Laura et Alexandre sont présents sur le chat et pourront répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de précisions sur des interventions ou voilà, si vous avez besoin de plus d'informations à poster sur le chat. Et puis voilà, ils seront là pour répondre à vos questions. Euh, Peut-être un mot sur l'agenda de ce soir. On a en fait, on va démarrer avec une présentation d'équipe de Willa, donc que je vais vous présenter juste après, qui est donc un programme, un incubateur basé à Paris et qui intervient justement sur tout le territoire. Et ce sera suivi donc de 3 tables rondes qu'on a essayé voilà, de diversifier avec on va dire des tables rondes à débat, plutôt des échanges, des témoignages, des retours d'expérience. Et on a voilà, presque une dizaine d'intervenants, intervenantes, comme je disais en début de séance. Donc voilà, on a beaucoup de matière. Comme je l'ai dit, on est ensemble jusqu'à 20 heures. Pour celles et ceux qui peuvent, on pourra continuer un petit peu après. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions en live. On va enchaîner sur le champ. Peut-être Flore, Sarah, est-ce que vous êtes avec nous? On est là. Yes, Bien sûr. super. Bon, bah, génial. Est-ce que je peux vous passer la main du coup? Vous êtes disponible pour partager Oui, c'est parfait. Si jamais tu peux Yes, arrêter le partage et on va prendre la main de notre côté. super. Hop, c'est bon, vous voyez tous mon écran normalement. Yes. Top. Merci beaucoup en tout cas Alexandre. Nous, on est ravis avec Sarah d'être là ce soir. Donc comme tu l'as dit, on est expert de l'entrepreneuriat féminin. On est basé à Paris. Et avec Sarah, on s'est dit que c'était pertinent de commencer tout simplement par nous présenter peut-être. Vous présenter ensuite Willa parce que je pense que vous ne savez pas forcément qui on est, ce qu'on fait et comment est-ce qu'on fonctionne. Et l'idée, bien sûr, c'est que vous posiez toutes les questions que vous ayez dans le chat pour qu'on puisse rebondir éventuellement, plutôt que d'attendre la fin. Surtout, n'hésitez pas. Au pire, on vous dit, on y répond juste après, parce qu'on vous a préparé une petite présentation. Et puis, ce sera l'occasion aussi ce soir rapidement de parler aussi des freins et des blocages qu'on peut avoir liés à l'entrepreneuriat féminin ou pas. Parce que si on parle de syndrome de l'imposteur, de confiance en soi, c'est des thématiques qui ne sont pas spécifiquement féminines. Les hommes aussi sont touchés par tout ça. Pour commencer, Sarah, si tu veux te présenter, je me présente juste après. Oui, bien sûr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques participants masculins et des conférenciers masculins, donc on est plutôt mixte ce soir. Donc, bonsoir, ravie d'être là parmi vous. Je sais que Flore l'a dit, mais on est vraiment très très contente de partager ce moment avec vous. Donc je me présente, je m'appelle Sarah Talaïti, je suis directrice des programmes au sein de Willa. Et Flore va vous présenter Willa, mais moi, mes missions, c'est de coordonner certains programmes d'accompagnement qu'on a au sein de l'association et de coordonner l'équipe d'accompagnement. Voilà. Merci Sarah. Et moi, du coup, je suis Flore Egnel. Ça fait plus de 4 ans que je travaille chez Willa et désormais, je suis la déléguée générale de l'association. Et tout simplement, pour vous expliquer aussi pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui, c'est qu'avant de rejoindre l'incubateur, j'ai été entrepreneur. Donc, je connais aussi les freins, les obstacles, la difficulté, les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Alors, Willa, rapidement, pour vous dire quand même qui on est. Donc, on est une association, loi 1901. On existe depuis 16 ans. Et en fait, on est parti d'un constat qui est très simple. C'est qu'une équipe mixte, elle est 63% plus performante qu'une équipe où il n'y a que des hommes ou que des femmes. Donc, c'est important de s'appuyer sur toute l'humanité finalement pour construire le monde de demain. Et pourtant, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat féminin, si on regarde tout type d'entrepreneuriat, on est entre 30 et 40% d'entreprises fondées ou cofondées par des femmes si on prend tout type d'entrepreneuriat, donc des micro-entreprises, des freelances, des startups, des PME, des TPE. Et si on regarde uniquement l'écosystème startup, donc startup innovantes, il y a moins de 10% de startups qui sont fondées ou cofondées par une femme aujourd'hui en France. Donc c'est très peu parce qu'on est quand même, on représente la moitié de l'humanité et pourtant on est encore vraiment énormément sous-représenté dans l'écosystème innovant et même dans l'écosystème de la tech. Willa, association loi 1901, non-profit, on existe depuis 16 ans et nous, notre mission, notre combat, c'est de faire que justement, on dépasse ce plafond des 10% de start-upeuses et qu'on arrive à la mixité parfaite, qu'on arrive à 50% de start-up fondées ou cofondées par une femme. Pour vous donner quelques chiffres, pour vous situer, on a accompagné en 16 ans plus de 650 startups, on a accompagné plus de 1200 femmes entrepreneurs, on accompagne aussi des hommes, mais le critère phare, c'est que dans tous les projets qu'on va accompagner chez Willa, il faut absolument une femme fondatrice ou cofondatrice du projet qu'on va accompagner. Donc, on accompagne des hommes, mais majoritairement, ce sont des projets portés par des femmes. Et un autre chiffre qui peut vous intéresser, c'est le taux de pérennité. C'est-à-dire que dans les startups qu'on accompagne, après 3 ans, 3 ans après avoir été accompagnées par Willa, il y a 85% des entreprises qui existent encore. On vous a mis une slide là pour vous montrer aussi des startups qu'on a accompagnées. Peut-être que certaines vous parlent. En fait, cette slide, elle est simplement là pour vous montrer qu'on n'a pas de profil type, qu'aujourd'hui, dans l'écosystème entrepreneuriat, on parle souvent d'un profil type de l'entrepreneur, homme, blanc, 35 ans, qui a fait de grandes études. Et c'est très bien, il faut des hommes qui ont ce profil-là, mais il faut un écosystème entrepreneurial beaucoup plus inclusif si on veut arriver à créer aussi de la valeur, de l'innovation et développer un écosystème entrepreneurial à l'image de notre société. Donc sur cette slide, vous voyez qu'on a des projets qui peuvent être dans tout secteur d'activité, que ce soit dans la santé, dans l'alimentation, dans le service, dans la tech, que ce soit dans le développement durable. On a des profils qui vont de 20 à 65 ans. Il n'y a pas de profil type là-dessus. Des personnes qui viennent de partout en Île-de-France, quelques-unes partout en France aussi, même si 80% des femmes qu'on accompagne sont basées en Île-de-France. Et on n'a pas de profil type, donc on a un certain nombre de programmes d'accompagnement pour booster l'émergence de projets portés par des femmes et pour aider au développement des entreprises. Et Sarah, du coup, je te passe la parole sur les programmes d'accompagnement qu'on a développés. Merci beaucoup, Fleur. Donc, du coup, on accompagne les femmes qui ont un projet entrepreneurial à différents stades de développement, puisque l'idée, c'est de vraiment les aider à développer et à créer de la valeur.
On a trois structures, trois squelettes de programme qui sont le Possible, le Start et le Scale. Le Possible, c'est sur le format d'un Startup Camp, d'un bootcamp. Donc, c'est quelques jours dédiés à un travail intensif sur la posture entrepreneuriale et également sur toute la partie projet. Donc, le business model, le Lean Startup, les aspects juridiques pour vous aider à passer de l'idée à l'action. On avait un programme qui était de quelques jours. Maintenant, c'est 3 semaines. 3 semaines qui sont dédiées à recevoir des exercices, à travailler sur le fond de son projet et 3 jours qui sont plus focus sur vraiment mettre les mains dans le cambouis et travailler avec les expertes sur le contenu de son projet. Lorsqu'on a un projet qui est un peu plus développé, qu'on veut vraiment travailler sur son MVP, qu'on veut travailler à créer une première version de son concept, on a un programme qui s'appelle le Start, qui a une durée de 6 mois. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver avec toutes les meilleures bases pour valider son concept et aller chercher de l'attraction. On a 6 mois d'accompagnement qui sont des ateliers collectifs entre les startups, un accompagnement individuel avec un coach qui vous suit tout le long du programme et également des moments collectifs entre les startups et des moments individuels avec des experts qui viennent vous aider sur des points spécifiques. Une fois qu'on a validé son concept, une fois qu'on est allé chercher de la traction sur le marché, il y a le programme Scale. Et le programme Scale, il est dédié à aller chercher de la croissance pendant 12 mois. Donc, c'est 12 mois d'incubation qui permettent de partir à la conquête de son marché, c'est-à-dire de développer son offre ou ses offres, d'aller chercher ses clients, d'aller chercher de la croissance. Chez Willa, on vous accompagne sur un concept de bienveillance. Donc, il y a toute une équipe derrière vous qui est là pour vous challenger, mais toujours de manière respectueuse, sympathique et pour vous faire évoluer. Et on part du principe que le plus important, c'est le collectif. Et c'est pour ça que vous êtes ou en promotion ou en communauté. Et que ce qu'on favorise vraiment, c'est l'échange entre startups. On s'est rendu compte il y a quelques années qu'on avait développé des programmes qui reproduisaient un petit peu le schéma du start-upper, mais côté féminin. Donc, une femme plutôt trentenaire, blanche. Et du coup, on a voulu développer des programmes plus inclusifs et on a maintenant des bootcamps qui sont dédiés aux femmes inscrites à Pôle emploi, aux personnes qui sont inscrites aux missions locales de Paris, donc généralement c'est des jeunes filles de 18 à 25 ans, et également aux chercheuses. Bonjour Atlal, qui m'a dit bonjour dans le chat et qui a fait partie d'un bootcamp Deep Tech. On a également des programmes sur des secteurs d'activité spécifiques parce qu'on s'est rendu compte que certains secteurs étaient sous-dotés en représentation féminine, même si en fait on pourrait investir vraiment tous les secteurs puisque dans tous les secteurs il manque des femmes. Et c'est sur le format du Start ou du Scale et on a des programmes longs avec des verticales spécifiques. Aujourd'hui, le sport, la finance et on a pour objectif d'en créer encore plusieurs. Je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Je te laisse. Ouais, super. Merci Sarah. Du coup, là, on s'était dit que ce serait intéressant de peut-être d'échanger, de partager. On vous a préparé une question, tout simplement. Qu'est-ce qui aujourd'hui, peut-être que vous avez envie de partager dans le chat, qu'est-ce qui vous... Voilà, merci vous d'avoir lancé le sondage. Qu'est-ce qui pour vous peut vous bloquer, vous dites... Tiens, j'ai une idée, est-ce que je me lancerai dans l'entrepreneuriat? Mais en fait, il y a une petite voix en moi qui me dit, mais non, ne fais pas ça, c'est beaucoup trop risqué. Et est-ce que vous avez envie de partager avec nous des freins, des blocages? Vous dites, non, en fait, je ne vais pas me lancer tout de suite, ou peut-être un jour. Et dans ces cas-là, on fait beaucoup de procrastination. J'ai été la première à le faire il y a 7 ans. N'hésitez pas, si les freins et les peurs qu'on vous a notés sur le sondage ne sont pas les vôtres, à inscrire ce qui vous retient dans le chat. On a
n'a pas listé de manière exhaustive tous les freins et toutes les peurs parce qu'il y en a beaucoup. Donc, n'hésitez pas à participer dans le chat ou à poser des questions ouvertes. Est-ce qu'il est possible de voir les résultats du sondage ou est-ce qu'on attend encore quelques participations? Alors, pour l'instant, il y a 45% qui ont voté. Les éléments qui ressortent pour 26%, c'est la peur d'échouer. Pour 14% en deuxième position, ah pardon, ça vient de changer, 17% en deuxième position, c'est ne pas arriver à se dégager un salaire. Et en troisième position, le manque de légitimité qui apparaît. Et ça continue à monter, mais de manière générale, c'est la peur d'échouer en premier. On va retrouver après, à égalité à peu près, conciliation, oui, pardon, vie pro, vie perso, pas d'expertise ou pas expert sur le projet, ne pas arriver à se dégager un salaire. Voilà. Les chiffres, je pense qu'on va pouvoir mettre fin au sondage, les chiffres ne bougent plus. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, effectivement, nous, c'est des peurs qu'on a toutes notées et je vois qu'il ressort le manque de légitimité qui est extrêmement fort et qui renvoie à de la confiance en soi, qui renvoie au syndrome de l'imposteur dont Flore parlait précédemment et dont tout les entrepreneurs souffrent, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, mais qui est plus fort chez les femmes structurellement du fait de certaines règles qui nous ont été imposées socialement. Et ce manque de légitimité, c'est vrai qu'il a tendance à nous freiner et à créer la peur d'avoir un manque de légitimité, pas le réel manque de légitimité, d'avoir un projet, de concrétiser ce projet. Le fait de ne pas arriver à se dégager un salaire, c'est une peur qui peut ne pas être un frein, qui peut aussi être une peur rationnelle et qui peut nous aider également à sécuriser notre projet. Avoir aussi une ambition financière et avoir un matelas de sécurité pour se lancer, ça peut être quelque chose qui va être nous conseillé chez Willa, en tout cas d'avoir une visibilité financière sur l'année ou les 2 ans à venir, ne serait-ce que parce que c'est difficile d'entreprendre et parce que généralement on ne se verse pas de salaire tout de suite. Ça peut être un frein, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez rationnel qui va nous pousser à réfléchir à notre business model et à notre stratégie entrepreneuriale. Et la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que c'est normal d'avoir des freins et des blocages. C'est une réaction scientifique. Et donc, c'est tout à fait normal. Et surtout, vous n'êtes pas seul, homme, femme, quel que soit l'âge, quel que soit le secteur, quel que soit le parcours personnel, professionnel. On a tous et toutes des peurs, des freins qui nous bloquent. Et l'objectif, c'est de ne pas forcément rester bloqué justement face à ces peurs, mais de se dire, une fois que j'ai pu mettre des mots sur ces peurs, comment est-ce que je peux avancer avec ces peurs et comment est-ce que je peux essayer de travailler dessus pour en faire des forces et pour en faire des talents. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut essayer de vous aider et de vous donner quelques tips très rapidement sur comment justement essayer d'avancer avec ces peurs et que ça ne soit pas un blocage. On vous a indiqué ici que le fait d'être accompagné, voilà, c'est des chiffres, c'est mon côté, on va dire, très carré. Le fait d'être accompagné, c'est statistique. Vous avez 2 fois plus de chances de réussir quand vous faites partie d'un réseau, quand vous faites partie d'un incubateur, quand vous êtes accompagné par des professeurs au sein d'une école, etc. Et Sarah, si tu veux, je te laisse la parole pour les différents leviers qu'on a listés. Oui, on en a listé quelques-uns, mais ce n'est pas tout.
Il y a vraiment dans l'accompagnement beaucoup de choses qui se passent. Et pour nous, c'est les leviers qui résument parfaitement l'accompagnement qu'on met en place chez Willa. Mais il y a plein d'autres choses qui s'y passent. En tout cas, vous avez accès à de la formation, du mentoring. L'idée, c'est d'acquérir des compétences nécessaires pour développer son activité. Quand on se lance en tant qu'entrepreneur, en fait, on fait 10 métiers à la fois. On devient communicant, comptable, on devient business développeur et c'est pas toujours facile. Donc, c'est important de se faire aider dans les différentes étapes de développement de son projet. Vous avez aussi accès à une communauté d'entrepreneurs. On dit souvent que c'est bien d'aller voir des experts, d'être mentoré, mais c'est aussi extrêmement important de pouvoir échanger entre vous, entre entrepreneurs, entre personnes qui traversent les mêmes difficultés ou les mêmes succès et d'avoir ce retour sur expérience. Faire partie d'une communauté qui partage les mêmes enjeux, c'est vraiment essentiel pour le développement de votre projet. Vous pouvez échanger sur les problématiques, les bonnes nouvelles et les contacts. Enfin, un incubateur, mais tout autre type d'accompagnement, un réseau, une association, vous fournit un réseau. Ça vous permet d'avoir accès à du business, des opportunités business, par exemple des entrepreneurs qui vont se réunir ensemble et finalement vont signer un contrat, avoir des opportunités partenariales sur un événement que vous pourriez mener à plusieurs, financières sur du financement, avoir des contacts avec des business angels, des leveurs de fonds, des fonds d'investissement et des aides en tout genre. On peut vous aider, par exemple, nous, en cas de petites difficultés, le Slack, chez nous, c'est une forme de réseau d'entraide pour les entrepreneurs. Et enfin, le financement, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, on ne va pas se mentir, et ça vous permet d'accéder à un financement. Par exemple, chez Willa, le fait de rentrer en scale vous permet, puisqu'on est labellisé par la ville de Paris, d'accéder à une subvention qui s'appelle Paris Innovation Amorçage. C'est une subvention de 30 000 €, donc il faut déduire 12 000 pour l'accompagnement, mais en tout cas, ça vous permet en fait d'avoir accès à une subvention, sous couvert quand même de certaines conditions, pour développer votre projet. Ça vous permet aussi d'avoir un label, parce que lorsque vous avez été accompagné par le réseau Entreprendre, par Willa, par l'ADI, par toutes sortes d'accompagnateurs, vous avez aussi ce label-là qui crée une confiance chez les personnes vers qui vous allez vous tourner pour aller chercher des fonds. Et justement, avoir des personnes qui ont potentiellement cru en votre projet, qui vous ont sélectionné parmi d'autres, ça crée ce label de confiance. Et ça vous permet aussi d'être informé des différentes aides financières. Par exemple, nous, chez Willa, on donne des informations sur le tunnel de financement, sur les personnes que vous pouvez contacter, mais aussi sur les appels à projets sur lesquels vous pouvez postuler. Il y a des appels à projets avec des prix qui se concrétisent par de l'argent. Voilà le tour de la maximisation des chances de succès, mais qui n'est pas exhaustif, je le rappelle. Tout à fait. Et par exemple, si on revient sur les peurs, les trois principales peurs que vous avez citées tout à l'heure, sur la peur d'échouer, la peur de ne pas arriver à se dégager un salaire, le manque de légitimité, en fait, vous pouvez aller chercher avec les différents leviers, essayer de travailler sur chacun des points. Et personnellement, si je reviens par exemple sur moi, mes craintes, quand je me suis lancée, c'était il y a 6 ans maintenant, même plus, ça fait 7 ans et j'ai arrêté depuis mon entreprise. Mais mes deux principales peurs, c'était la peur de l'échec. Et du coup, ça allait beaucoup avec le regard de mon entourage sur l'échec et le fait de ne pas arriver à me dégager un salaire. Et en fait, en échangeant avec d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi, ça m'a permis de voir que le frein que j'avais, en fait, je me le mettais moi-même. Et parce qu'en fait, le fait d'avoir une aventure entrepreneuriale, même si l'entreprise ne réussit pas, même si au bout d'un an, vous arrêtez, vous vous dites, en fait, je vais arrêter là et je vais postuler pour un job en CDI et je vais trouver une activité salariale parce que j'aurai la sécurité de l'emploi. Mais en fait, ça se valorise très bien. Aujourd'hui, le monde du travail a changé. La crise redistribue aussi
pas mal de choses. Et du coup, même une expérience entrepreneuriale qui n'aurait pas abouti à la création d'une société, ça se valorise sur le marché du travail parce que ça montre que vous êtes volontaire, vous savez vous débrouiller, vous savez, comme tu disais Sarah tout à l'heure, prendre plein de casquettes différentes et vous ne pourrez jamais être expert de tout, mais par contre, vous allez savoir comment avancer, comment tester, comment travailler en équipe, comment mettre en place c'est tout bête, mais mettre en place un devis avec un fournisseur, faire un contrat avec un client, faire des démarches administratives pour créer votre micro-entreprise, par exemple. Et sur la peur de dégager un salaire, le conseil que moi je donne à chaque fois à tout entrepreneur qui a envie de se lancer, c'est tester le plus rapidement possible, plutôt que d'engager des frais qui peuvent ne pas être très importants, mais perdre du temps sur un projet, ça revient à perdre de l'argent, puisque le temps que vous passez à développer votre projet, ça va être un manque à gagner. Et donc, du coup, c'est tester le plus rapidement possible, essayer de mettre en place, nous, on appelle ça le Lean Startup, pour que du coup, vous puissiez tester avant de dépenser énormément d'argent et failer, comme on dit. Vous pouvez tester et failer le plus rapidement possible pour rebondir et pour pouvoir tester votre idée, votre concept. Sur la slide suivante, je profite aussi, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des retours, des questions à utiliser le chat. Sur cette slide, c'est une liste absolument pas exhaustive, mais pour vous donner éventuellement des pistes de réflexion et des endroits où aller chercher en fonction de votre avancement et de votre maturation sur l'envie de création d'une entreprise ou d'une start-up. Donc, en fonction de votre maturité, envie, idée ou amorçage, hop, je diminue simplement les vidéos, ou sur le développement d'une entreprise, sur l'envie, vous pouvez aller voir tout simplement autour de vous, votre premier cercle, vos amis, votre famille. Vous avez sûrement dans votre entourage quelqu'un qui a déjà développé une entreprise et n'hésitez pas à parler avec cette personne. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a pléthore d'informations, que ce soit des formations, que ce soit des MOOC, que ce soit des vidéos YouTube pour vous aider à vous poser des bonnes questions, à vous sentir peut-être plus légitime sur certains sujets. Vous pouvez bien sûr vous tourner vers les écoles, vers les universités. De plus en plus d'écoles mettent en place des incubateurs pour vous accompagner et pour répondre à toutes vos questions. Si vous êtes au stade de l'idée, vous avez des structures d'accompagnement qui sont généralistes, l'ADI, la BGE, Pôle emploi, Pépite, et c'est vraiment pas une liste exhaustive. Vous pouvez participer aussi à des concours ou à des hackathons, des startup week-ends qui vous permettent de tester une idée et souvent vous avez un prix. Donc ça vous permet aussi de vous dire est-ce que d'autres personnes croient en mon projet, des personnes qui ne me connaissent pas forcément, donc ça permet aussi de se rassurer. Vous avez des associations qui sont spécifiques ou pas de l'entrepreneuriat féminin. Là, on vous a mis la ruche et Led Bayer qui sont spécialisés justement sur les femmes. Vous avez des incubateurs d'école, vous avez des startup studios aussi qui peuvent vous aider. Ce qui est intéressant avec les startup studios, c'est que pour ceux et celles qui ont envie de se lancer mais qui n'ont pas forcément l'idée, ça vous permet d'avoir une idée et de travailler sur une idée qui n'est pas forcément la vôtre. Et pourtant, ça vous permet de créer une entreprise. Vous avez ensuite tout ce qui est lié à l'amorçage. Donc, une fois que vous vous êtes dit « Ok, j'y vais, je me lance », comment encadrer le projet, comment avoir les ressources nécessaires au développement. Donc, vous pouvez avoir des structures qui sont spécialisées. Donc, là, on a mis l'exemple sur des projets à impact, mais vous pouvez aller chercher des structures qui sont thématisées en fonction de votre secteur d'activité. Vous avez le Movie qui est spécialisé sur des profils assez jeunes. Vous avez des programmes de mentoring, SLP par exemple, qui fonctionnaient déjà avant la crise en 100% digital. Vous avez des structures qui permettent d'avoir accès à du financement, mais qui font également de l'accompagnement, type le réseau Initiative, la BPI qui fait aussi de l'accompagnement, la French Tech qui fait de l'accompagnement et qui vous permet d'avoir accès à de la bourse French Tech. Et sur le développement, vous avez des associations, vous avez des incubateurs qui vont être spécialisés pareil sur des thématiques. Vous pouvez avoir des structures d'accompagnement qui sont privées. Il y a de plus en plus de grands groupes qui développent leur propre structure d'accompagnement. L'intérêt, c'est que souvent, vous pouvez tester votre projet avec des équipes en interne du grand groupe. Et puis, vous avez des réseaux
nationaux, type France Digital, qui n'est pas spécialisé sur les femmes, ou des réseaux féminins, où là, vous n'allez pas avoir d'accompagnement, mais c'est faire partie d'un réseau, échanger entre pairs et du coup, vous aider à développer votre projet. Et ici, on vous a mis donc des petits mots-clés à chercher: association, incubateur, pépinière, couveuse, accélérateur, réseau. Tout ceci sont des structures qui peuvent vous aider à développer votre projet quand vous êtes au stade d'amorçage et de développement. Et je crois qu'on est à peu près dans les temps, Alexandre. J'espère ne pas avoir trop dépassé. Non, mais c'est très bien, effectivement. C'était la dernière slide était hyper intéressante puisque justement, elle montrait bien que il faut se frotter à l'écosystème, il faut oser en fait aller à la rencontre. Et en fait, on se dit, mais pourquoi est-ce que je vais rencontrer cette personne? C'est juste pour faire connaissance, pour mieux comprendre ce que fait la personne en face, pour mieux expliquer aussi, pour s'entraîner à pitcher. Hein. C'est ça, il faut. Donc, c'était assez intéressant. Bon, c'est vrai que en ce moment, c'est une période qui est peut-être moins propice aux rencontres. Néanmoins, ce type d'événement-là fait aussi office d'échange. Donc, Complètement. Et si tu me permets une toute petite parenthèse, on a souvent, quand les personnes sont au stade de l'idée, on a souvent la remarque de « je ne peux pas parler de mon idée, c'est confidentiel, si j'en parle, quelqu'un va me la voler ». Oui, Parlez-en. Mais parlez-en le plus possible, parce que si c'est une bonne idée, vous pouvez être sûr qu'il y a une centaine de personnes qui sont minimum, qui sont en train de travailler dessus. Et puis surtout, l'idée que vous avez à l'instant T, en fait, si vous la développez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous verrez qu'elle n'aura rien à voir avec votre idée de départ. Et plus vous allez en parler, plus vous allez la construire, vous allez rencontrer des partenaires, vous allez trouver votre éventuel associé, vous allez trouver un stagiaire qui va vous aider, un stagiaire qui peut être plus âgé que vous, mais oui, ça se fait très bien. Mais surtout, parler au maximum de votre projet, c'est ça qui va vous faire grandir et avancer. Et au pire, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas la bonne idée, et vous repartirez sur un autre projet plus tard ou sur une rencontre qui aboutira sur autre chose. Bon, mais voilà, je pense que le message est clair. Hein, il faut aller à la rencontre de l'écosystème. Merci beaucoup, Flore. Merci beaucoup, Sarah. Bien évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Effectivement, il y a une question du coup qui a été reprise par Laura, qui est modératrice à nos côtés. Comment être légitime face à une société qui pourrait être ton concurrent pour élargir son réseau? Sarah, tu veux répondre? Comme tu veux. Comment être légitime face à une société? Je n'ai pas exactement compris la question. Est-ce que la question, c'est comment parler de son projet à une société qui potentiellement est concurrente, ou comment se sentir légitime face à une société qui est concurrente? Je vais répondre aux deux. Aux deux, ouais, voilà. Ça peut être très intéressant d'échanger avec ses concurrents, et on le conseille aux startups, parce que finalement, vous pouvez vous apprendre beaucoup de choses et vous ne saurez jamais concurrent sur exactement le même produit. Et si vous l'êtes, il y a toujours des choses que vous pouvez retenir de ce qui a été fait par les concurrents, de ce qui est fait et ne pas faire par les concurrents. Et donc, l'échange est primordial. Après, bien entendu, si vous devez développer, par exemple, une technologie, un brevet, je ne vous dis pas qu'il faut en parler avec votre concurrent. S'il y a vraiment quelque chose de stratégique et confidentiel, oui, mais par contre, c'est toujours possible d'échanger avec ses concurrents. Comment se sentir légitime face à un concurrent qui est peut-être plus gros que vous sur le marché, qui a déjà acquis une certaine respectabilité, par exemple? Je pense que c'est important d'être convaincu, d'avoir de l'ambition, de savoir pourquoi on porte son projet, quelles valeurs on a envie de représenter, et d'y aller avec toute son envie et sa volonté, et vous serez légitime. Si vous êtes convaincu que vous êtes légitime pour porter ce projet, et que vous n'y allez pas avec des gros sabots, mais en mettant les formes qu'il faut pour contacter les personnes, on ne vous reprochera jamais d'avoir pris contact avec des gens, on ne vous reprochera jamais d'avoir demandé des avis, ou en tout cas d'avoir essayé d'obtenir des informations. Donc allez-y, vous êtes légitime en fait. Si vous y croyez, vous êtes légitime.
Est-ce que tu veux compléter? Alexandre, je crois que ton micro est coupé. Exact, ouais, exact. Je te remercie. J'étais en train de te remercier chaleureusement. Et toi et Flore, donc on peut vous applaudir avec, je fais des applaudissements. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était très intéressant. Une bonne introduction justement sur la thématique de l'entrepreneuriat féminin. Donc, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on se redirige vers un petit peu les tables rondes, hein. Donc, on a 3 tables rondes. La première animée par Nathan. Nathan, tu es avec nous du coup? Je suis là. Bon, bah, écoute, super. Bah, voilà, en fait, on avait une dizaine d'intervenants, intervenantes ce soir et on s'est dit, bah, voilà, on va essayer de proposer 3 sujets avec des formats un peu différents. Et ben voilà, Nathan, je te laisse la main si tu veux présenter les intervenantes et voilà, redonner un peu de contexte sur la thématique. Ben, merci beaucoup pour ce passage de flambeau. Merci aussi pour cette belle présentation. On va donc passer à la toute première thématique qui va un peu poser le cadre des futurs échanges. Donc pour ça, j'accueille 3 personnes. Amandine Merlingue, vous qui êtes directrice générale du groupe Café Merlingue, une entreprise familiale et historique puisque vous existez depuis 1979. J'ai pu lire que vous étiez leader dans le sud-ouest de la France. Un chiffre d'affaires qui, me semble-t-il, en 2018 avoisinait les 61 millions d'euros. On a aussi Marion Paoletti, vous êtes maîtresse de conférences et chargée de mission parité, égalité, diversité à l'Université de Bordeaux. Et enfin, Laure Babin, vous êtes étudiante à l'IAE de Bordeaux et vous avez été également championne du lauréat UbiLab, je crois, UbiBooster, pardon, 2020. Donc voilà, est-ce que je peux attaquer directement avec la première thématique? Est-ce que c'est bon pour toi, Alexandre? Oui, c'est bon, tu as la main. Super. Première question du coup pour Marion Paoletti, une étude menée par l'INSEE qui est intitulée L'entrepreneuriat féminin rime avec jeunesse, qualification et services, a mis en évidence qu'un quart des créatrices investissent moins de 1 000 euros pour le démarrage de leur entreprise contre 1/6 des hommes. D'après vous, d'où vient cette différence notable et cette plus grande prudence de la part des femmes entrepreneurs? Bonjour, merci pour cette invitation, puis pour élargir comme ça mes centres d'intérêt. Donc oui, très rapidement, dire que je suis maîtresse de conférences en sciences politiques, que j'ai beaucoup travaillé sur la mise en œuvre de la parité en politique et l'entrée des femmes dans des métiers considérés comme des métiers masculins, donc la politique, puis sur les métiers académiques, hein, les femmes dans les métiers académiques. Et donc, c'est un peu par extension là et à votre invitation que je me suis intéressée effectivement à l'entrepreneuriat des femmes, avec cette grande question, pourquoi entreprennent-elles moins que les hommes? Effectivement, dans les quelques enquêtes disponibles, on voit ce que vous dites, Nathan, c'est-à-dire qu'effectivement, elles ont moins accès au financement, elles ont un accès au financement moindre. Et là, je crois qu'il faut renvoyer directement au sujet, c'est-à-dire, pour le dire assez rapidement, au sexisme de la société, puisque, et là, en l'occurrence, voilà, des fournisseurs de fonds, si je puis dire, parce que peut-être que, voilà, ce qu'on est en train de dire, c'est, alors je ne sais pas, peut-être que j'ai mal compris, mais voilà, les femmes manquent de confiance en elles, voilà, c'est le facteur majeur, mais évidemment, il faut comprendre que ce manque éventuel de confiance, c'est peu à voir avec la nature, les différences sexuelles, les différences des femmes et des hommes dans la reproduction, et tout à voir avec l'organisation sociale de la différence des sexes, comment les sociétés se sont organisées autour de cette différence des sexes majeure, expérience majeure. Et on est évidemment héritier d'un ensemble comme ça d'histoires et puis d'une histoire récente. Pour moi, être entrepreneur, c'est avoir effectivement confiance en soi, avoir un projet, être capable de se maîtriser pour voilà, maîtriser soi-même, essayer de maîtriser un environnement incertain. Et cette capacité de maîtrise d'elle-même par les femmes leur ont été historiquement déniées. Alors, on peut voilà, le dire très rapidement. Je pense qu'effectivement, les près de 100 ans d'écart qui
en France en tout cas, caractérise le suffrage des hommes et des femmes. L'accès des hommes et des femmes au suffrage universel a des incidences sur cette capacité qu'on peut s'auto-donner en quelque sorte, d'avoir confiance en soi. Et puis, une autre loi peut-être importante, qui est assez récente, c'est peut-être encore plus importante sur cette maîtrise de soi-même, c'est la loi sur l'interruption volontaire de grossesse 75. Donc, là, je trouve peut-être que le débat tourne un peu autour des qualités supposées des femmes et des hommes, qualités qui seraient différentes. Moi, de ce que je comprends, les qualités qui sont entendues pour un entrepreneuriat, c'est des qualités unisexes, on peut en discuter. Il me semble qu'il vaudrait peut-être mieux parler de l'entrepreneuriat des femmes que l'entrepreneuriat féminin, qui a l'air de dire qu'il y a une manière de faire féminine. Alors, on peut interroger, évidemment, cette question, mais c'est du côté des femmes qu'il y a des réticences qui sont socialement construites pour qu'elles aient cette confiance en elles-mêmes, à leur capacité à maîtriser l'environnement. Et on reste dans un environnement relativement sexiste, en particulier des financeurs. Donc, ce n'est pas que la question, me semble-t-il, de la confiance en elles-mêmes des femmes, mais de la confiance ou de la volonté des acteurs autour de les accompagner et de les accompagner à égalité avec les hommes, puisqu'on peut imaginer que les qualités attendues pour l'entrepreneuriat sont assez indifférenciées, mais peut-être que les personnes qui parlaient avant peuvent nous le dire, entre les femmes et les hommes. Voilà. Alors peut-être que, mais moi je n'ai pas trouvé de données là-dessus, que effectivement les femmes entreprennent dans des domaines particuliers, il faudrait voir, peut-être moins dans la tech, où elles s'orientent moins. Toute la difficulté, elle est là. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui se veut égalitaire, qui prône l'égalité, qui a une action publique assez décisive pour promouvoir l'égalité et qui ne cesse de reproduire en même temps des inégalités qu'on trouve dans les orientations et dans les orientations très genrées à l'université. Les femmes vont, vous le savez, moins en informatique et beaucoup moins, et ça résiste fortement. Les hommes, en revanche, vont beaucoup moins dans des secteurs type sciences de l'éducation ou psychologie, qui sont peu favorables à l'entrepreneuriat par ailleurs. Donc, cette répartition nous dit des choses et de ces reproductions des inégalités. Et puis, je pense qu'il y a par ailleurs une reproduction alors intentionnelle ou non intentionnelle, implicite ou explicite, un sexisme qui s'exprime là peut-être du côté, alors il faudrait vérifier, différencier les acteurs, mais qui s'exprime du côté des employeurs assez souvent au moment des entretiens de recrutement. On a un certain nombre de données sur les femmes qui se voient demander en entretien si elles envisagent d'avoir des enfants, par exemple, qui est une manière de reproduire des inégalités en considérant que la charge familiale et domestique, c'est la tâche principalement des femmes. Qui n'est pas du tout conforme avec un modèle égalitaire. Et peut-être, je ne sais pas, du côté des financeurs, des stéréotypes, là aussi, qui restent très actifs dans la société, et des financeurs qui sont moins portés, ma grande question, c'est intentionnellement ou non, à faire confiance à des femmes qui entreprennent, parce qu'il n'en demeure pas moins que par rapport à toute cette histoire de la construction sociale, entreprendre pour une femme, quelque part, vous voyez, c'est, on dirait en sciences sociales, être une outsider du genre, à suivre les chemins socialement construits, etc. Donc là, il y a pour moi, et je ne veux pas être trop longue, mais évidemment, il y a des actions multiples à mener. La question n'est pas que du côté des femmes. Et encore, il faudrait différencier fortement selon les femmes, diplômées, non diplômées, l'âge, enfant, pas enfant, soutien conjugal, pas soutien conjugal. Et le handicap, il n'est pas du côté nécessairement des femmes et que des femmes, qui seraient un peu déficientes quand il n'y a pas assez confiance, mais de l'environnement social, historique plus large, dont on a hérité et qui continue, en dépit de cet objectif affiché d'égalité, à perdurer, y compris à travers des stéréotypes qui sont pour moi probablement très actifs du côté des financeurs. Merci beaucoup pour cette réponse qui se veut complète. On parlera justement après dans les questions suivantes de la construction sociale et des métiers qui sont historiquement plus féminins ou plus masculins. Je voulais votre réaction, Laure Babin. Comme je le disais en introduction, vous êtes du coup lauréate du prix Booster 2020 pour votre projet Zeta, donc un projet de basket 100% recyclé et vegan. Est-ce que vous avez observé le même phénomène au sein, par exemple, de ce concours-là, c'est-à-dire des femmes qui entreprennent peut-être moins, non, je vais reprendre ma question, des femmes qui investissent peut-être moins que les hommes, ou est-ce qu'au contraire, vous ne l'avez pas du tout remarqué ?
Merci pour l'invitation et bonjour à tous. Alors, je l'ai ressenti à certains moments, peut-être du fait que je sois une femme ou que je sois jeune, je ne saurais pas vraiment faire la distinction. Quand j'ai fait une demande de financement auprès d'une banque, je me suis fait refuser mon prêt la première fois et j'arrive pas vraiment à l'expliquer si c'était du fait que je sois trop jeune et que j'ai peut-être un manque de compétences et que ça a pu effrayer la structure bancaire, ou si c'était parce que j'étais une femme. Je ne saurais pas l'expliquer. Et je l'ai ressenti également, notamment en rencontrant les différents acteurs du milieu de la chaussure. Généralement, les personnes qui entreprennent et qui se lancent dans la chaussure, les projets sont souvent portés par des hommes, ou alors ce sont des duos. Il y a souvent une femme et un homme. Et c'est plus rare d'être une femme. Et c'est notamment la réflexion qu'on m'a fait quand je me suis rendue au Portugal la première fois pour rencontrer les usines. On m'a dit « Ah, mais tu es toute seule, elle est où ton équipe qui t'accompagne ?» Et c'est vrai que quand j'ai dû expliquer que je portais ce projet seule, que j'avais 23 ans, ça a été un frein à certains moments. Donc oui, je l'ai plus ou moins ressenti à certains moments. Ouais. Merci beaucoup. Justement, en parlant de cette pression, Amandine Merlingue, on dit souvent que, comment dire, que l'ambition professionnelle des femmes, elle est parfois freinée par ce que l'on appelle la sainte trinité de la peur, à savoir avoir peur d'être une mauvaise épouse, une mauvaise mère ou encore une mauvaise fille. Est-ce que vous ressentez que ce phénomène, il tend à disparaître ou au contraire, avec les nouvelles générations, il se prolonge? Avoir peur de l'échec ou avoir peur d'être une mauvaise mère, c'est quand vous voulez entreprendre, vous posez la question, vous voulez dire d'avoir peur de ne pas tout réussir à la fois sa vie d'entrepreneur, sa vie de famille, sa vie de sociétale aussi. J'avoue que moi, je viens d'une entreprise, merci pour l'invitation d'ailleurs, je viens d'une entreprise familiale, donc c'est vrai qu'entreprendre, c'est peut-être pas le même parcours que Laure qui s'est lancée un peu toute seule. Moi, j'ai hérité quelque part d'une entreprise et il fallait bien un moment que, voilà, on parlait tout à l'heure de la peur, un petit peu de la légitimité. Ça, à un moment, effectivement, toutes ces peurs, elles arrivent et on se pose toutes ces questions-là. Après, c'est vrai que j'ai plutôt grandi, moi, dans l'expérience d'être finalement commencer par du salariat et prendre cette position un petit peu d'entrepreneur et de dirigeant plus tardivement dans mon expérience. Je n'ai pas tout de suite commencé dès le départ comme a fait Laure. Après, je me suis pas posé toutes ces questions-là finalement quand j'ai cherché à me lancer dans l'aventure et à être une femme entrepreneur. Je ne me suis pas dit est-ce que je vais réussir à être une bonne mère, une mauvaise mère. J'ai fait un enfant relativement jeune à 28 ans et puis voilà, c'était plutôt, je suis dans l'action, je suis plutôt quelqu'un qui aime faire, qui aime toucher à des sujets différents. Donc, quelque part, je ne me suis pas mis des freins en me disant est-ce que je vais réussir ou pas. J'avance, j'apprends et puis petit à petit, je grandis et petit à petit, je fais grandir ma famille, je fais grandir mon entreprise. Mais je ne me suis pas tout de suite posé des freins en me disant est-ce que je vais y arriver, comment je serai dans 20 ans. J'ai construit petit à petit, finalement, ma vie d'entrepreneur, ma vie de femme et ma vie de mère de famille aussi. Je me suis peut-être pas dit est-ce que je vais y arriver ou pas à tout mêler. Je me suis un peu jetée dans le bain, on va dire. Justement, vous parlez de votre expérience entrepreneuriale par le biais des cafés Merlingue. Est-ce que c'est complexe d'intégrer une entreprise familiale où parfois il y a des codes ou parfois pas? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières dans cette intégration? On parlait tout à l'heure de légitimité. Fatalement, quand on reprend une entreprise qui a été créée par son père, enfin en l'occurrence pour moi, forcément, on se pose la question, est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on est en mesure de porter le projet? C'est vrai qu'aujourd'hui, je co-dirige l'entreprise avec mes deux frères, donc ça reste vraiment une entreprise familiale aujourd'hui. Et ça va faire maintenant, moi, à peu près 17 ans que je suis dans l'entreprise. Donc, on a grandi avec l'entreprise. Mon père l'a créée quand je suis née, d'ailleurs, la même année de ma naissance. Et finalement, on a été tout de suite immergés par cette vie d'entrepreneur. Donc, c'est vrai que ce n'est pas exactement les mêmes problématiques. Chaque problématique d'entrepreneuriat, d'ailleurs, est certainement très différente. Mais oui, à un moment, on a grandi et quelque part, quand on a réellement repris les rênes, nos collaborateurs, ils étaient habitués à travailler avec nous et finalement,
nos financiers. On parlait aussi de financiers, on rencontre régulièrement nos financiers. Je crois que c'est quelque chose qui est très important dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir s'entourer et aussi régulièrement de rendre compte, d'échanger, de dire où on en est, où est-ce qu'on veut aller. En tous les cas, pas avancer tête baissée et vraiment toujours s'enrichir un petit peu de toutes les personnes qui peuvent nous entourer, à la fois des experts comptables, à la fois d'associations comme Willa, hein, que je trouve passionnante, et tout le projet qui est mené, je trouve ça passionnant. Mais on a tous les trois, en tous les cas avec mes frères, travaillé longtemps dans l'entreprise avant de la reprendre à 100%, comme on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai un poste de directrice générale, mais ça va faire 2 ans. Et j'ai 15 ans d'entreprise. Donc c'est vrai que voilà, moi je suis rentrée dans l'entreprise plutôt par la petite porte qui était les boutiques à l'époque. Donc un peu tout construire un peu ce projet-là. Et puis maintenant, c'est vrai que je touche plus à l'ensemble de la structure et c'est ce que je trouve relativement passionnant. On fait 10 choses à la fois. Là, je ne sais plus de qui, Sarah ou j'ai oublié son prénom, je l'ai noté, Sarah ou Flore a dit tout à l'heure, voilà, quand on est un chef d'entreprise, ce qui est passionnant, c'est qu'on touche à tout. On fait à la fois de la comptabilité, on va à un moment faire un peu de communication, un moment un peu de… voilà, c'est tout ce monde varié et ce qui est, moi, je trouve vraiment passionnant, c'est qu'on a un peu notre destin entre nos mains. Quelque part, c'est à nous d'avancer, de trouver des solutions, d'essayer d'échanger pour que on fasse grandir l'entreprise, et puis faire grandir l'entreprise, c'est faire grandir tous ses collaborateurs, c'est quelque chose d'assez magique en fait. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais… Totalement. Merci beaucoup déjà pour ce discours inspirant et merci aussi pour ces conseils. Donc vous l'avez dit, savoir s'entourer, échanger continuellement. Vous parliez tout à l'heure, Marion Paoletti, des moyens qui peuvent être mis en place pour essayer de gommer les disparités entre les hommes et les femmes. Justement, je le disais en propos introductif, on peut retrouver moins de femmes dans certains domaines et plus d'hommes à l'inverse. Comment est-ce qu'on pourrait favoriser justement une parité? Alors, vous me direz si le mot parité, c'est le meilleur. Et est-ce qu'il faut entamer un travail dès l'enfance, dès l'éducation, ou comment ça se passe? Alors, vous avez laissé votre micro fermé. Voilà, c'est parfait. Je plaisante, je passe ma vie sur Zoom. Oui, pardonnez-moi, du coup, j'ai perdu mon idée. Vous me disiez sur les orientations, que faire, etc. Écoutez, évidemment, c'est sur les orientations, en tout cas dans la suite des études, ce qui concerne directement l'Université de Bordeaux, c'est très net. On a des secteurs et des orientations de filles vers des secteurs qui sont considérés comme féminins. Donc, je disais psycho, sciences de l'éducation, mais on est à 90% de filles, par exemple. Et puis, dans les secteurs que les femmes devraient en quelque sorte investir pour justement rééquilibrer, par exemple l'entrepreneuriat étudiant informatique, on est à 15% de filles, ça bouge peu, ça évolue peu et ça s'est même effondré dans l'informatique, la présence des femmes dans les années 80. Voilà, il y a tout un tas de raisons et pas mal de travaux là-dessus que je pourrais évoquer. Et évidemment, il n'y a aucune raison que le sexe biologique donne lieu à des orientations. Et donc, c'est tous les mécanismes de socialisation où les parents sont très, très prégnants. En fait, quand on regarde les agents qui agissent sur l'orientation, si on est sur ce sujet-là, c'est beaucoup les parents, les familles, assez peu les conseils d'orientation, en fait, qui pèsent assez peu dans l'orientation. Les propositions sont multiples. Il y a des réseaux, des actions importantes. Les actions, elles sont multiples. C'est ce qu'on appelle vraiment les rôles modèles, que les femmes puissent se projeter dans ce type de rôle. Il y a 2 manières de procéder, qui peut être de dire on va peindre ces secteurs considérés comme masculins en rose. Donc, on fait des écoles d'informatique pour les filles, des sticks pour les filles, etc. À l'inverse, donc là, ce serait un modèle plus différentialiste. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose en termes d'égalité, mais ça peut être assez efficace, ce modèle différentialiste. On peut penser à un truc un peu plus systémique, peut-être, en se demandant pourquoi ces disciplines seraient masculines et assez excluantes, des femmes, mais aussi d'autres types de différences.
et tenter d'agir là-dessus. Moi, je trouve que sur ce sujet-là, vraiment, il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises. Je ne suis pas sûre que ça joue, qu'on voit encore les résultats immédiatement. Au sein de l'Université de Bordeaux, par exemple, on fait le printemps de la mixité, on a des collègues, voilà, on fait venir 200 lycéens, on les fait faire des ateliers scientifiques, etc. en informatique, mais on le fait aussi à l'inverse, et je me permets de le dire, c'est-à-dire que s'il y a énormément de choses aujourd'hui pour booster les femmes, pour qu'elles aillent dans des secteurs, qui sont considérés comme masculins, bien rémunérés, valorisants, et que voilà, l'action publique se mobilise, il n'y a jamais à l'inverse. C'est-à-dire, et c'est là un enjeu pour moi assez central de l'égalité, comment faire venir des garçons dans des secteurs considérés comme féminins. Alors, le ménage, l'éducation, etc., évidemment, là qui sont des tâches, mais des secteurs aussi professionnels, du type sciences de l'éduc. Voilà, ça devient un vrai problème aussi, la mixité qui décline des enseignants dans le primaire, voilà, et dans le secondaire. Voilà, donc je ne suis pas sûre d'être très claire, excusez-moi, mais les actions sont multiples. Pour moi, elles sont pensées plutôt faire venir les filles dans des métiers d'hommes, mais on pourrait peut-être compléter les perspectives d'égalité en agissant aussi dans l'autre sens, où les stéréotypes sont hyper puissants et peut-être encore plus puissants. Voilà, et voilà, ça voudrait dire qu'on va vers une indifférenciation des rôles, et ce qui permet aux individus de se réaliser indépendamment de leur sexe, et ce qui est quand même un projet pour l'égalité très important. Voilà, donc je sais pas, je peux détailler des actions, par exemple l'Université de Bordeaux, le printemps de la mixité, voilà, c'est en direction des lycéens, mais on se rend compte qu'il faut aller encore plus tôt. Et donc là, ce qui est plutôt visé, c'est niveau collège, école, et sans discours féministe, sans discours sur l'égalité, parce que voilà, les gamins sont biberonnés à ce discours qui produit en fait assez peu d'effets, en tout cas au niveau du collège, sur la différenciation. Et donc, voilà, des jeunes femmes là, qui vont faire de la programmation numérique sans discours, c'est juste des femmes qui programment dans les écoles, ça me paraît voilà, tout à fait efficace. Voilà. Manière de rempiler sur le sujet, puisque l'entrepreneuriat des femmes, plutôt pour moi que l'entrepreneuriat féminin, voilà, ça passe peut-être par développer cette présence des femmes dans les techs, puisque, me semble-t-il, c'est là où il y a quand même le plus de startups innovantes. Et donc, voilà, et socialisation des garçons, des filles dans la petite enfance, sans doute, à continuer à travailler. Mais voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'arrête pas de produire de la différenciation. Le marketing adore désormais produire des vélos de garçons, des vélos de filles. Je sais pas, enfin, moi, l'autre jour, j'ai vu l'ABCD des garçons, l'ABCD des filles. Et donc, on se veut une société égalitaire, mais on n'arrête pas de produire de la différenciation. Et la différenciation, jusqu'à présent, c'est quand même de la hiérarchisation, dans le sens où tout ce qui est masculin vaut plus que ce qui est féminin. Donc, voilà, pour moi, il faut agir très jeune, mais les acteurs sont tellement multiples et nombreux et ont parfois des intérêts commerciaux à produire cette différenciation que voilà, c'est pour moi une tâche à long terme sur laquelle il ne faut absolument rien lâcher, et que voilà, la multiplication des actions, excusez-moi d'être trop longue, va dans le bon sens, y compris pour le sujet du jour, c'est-à-dire faire que des femmes entreprennent davantage qu'elles ne le font aujourd'hui, et à égalité avec les hommes, puisqu'il n'y a aucune raison qu'elles ne le fassent pas biologiquement, je veux dire. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci aussi à vous, Amandine, et à vous, Laure, pour toutes vos réponses. Vous avez été très, très clairs. Malheureusement, on n'avait que 15 minutes, donc c'est déjà pour moi le moment de passer la main à Alexandre. Et puis, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Merci Nathan, merci Marion, merci Amandine, merci Laure. Voilà, c'est toujours intéressant, voilà, d'avoir du retour justement de la part de personnes qui sont concernées, voilà, vraiment du retour dans l'expérience, du témoignage, comme on appelle ça. Et du coup, nous aussi, on va enchaîner sur justement une deuxième table ronde qui est très axée témoignage. Et du coup, je vais appeler Janine, Christine et Gwenaël à activer leur caméra. Voilà, elles nous rejoignent actuellement. Parfait. Bonsoir à toutes les trois. Alors,
L'idée, c'est que voilà, nous, en préparant un petit peu cet échange, comme je l'ai dit, on a beaucoup d'intervenants, d'intervenantes. Donc, l'idée, c'était, on a parlé, j'ai entendu plusieurs fois. Alors, Amandine, juste avant, qui en parlait, qui disait l'importance de se faire accompagner. Et bien évidemment, les Willa aussi, l'équipe de Willa en introduction, qui disait, voilà, aller à la rencontre de cet écosystème, etc. Et tout ça, c'est souvent coordonné, facilité par des structures d'accompagnement qui sont des structures qui sont publiques, privées ou adossées à des écoles, à des universités. Et l'idée, c'était justement pour vous, enfin je dis vous, l'audience qui nous écoute aujourd'hui, qui, j'imagine, est en majorité étudiant, donc une audience étudiante. Voilà, l'idée, c'était aussi de pouvoir donner la parole à Janine, Christine et Gwenaëlle sur cette partie-là. Janine, bonsoir, vous êtes avec nous? Bonsoir, merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous pour cette table ronde. Oui, je suis avec vous, Alexandre. Super, vous êtes très bien. Est-ce que je peux vous demander du coup de vous présenter un petit peu, vous donner un petit peu de contexte voilà, sur qui vous êtes? Donc, Janine Billet, je suis professeure de management et d'entrepreneuriat au niveau du groupe ESCPO Business School et à l'école depuis 2000 au niveau de l'ESCPO Business School. Et avec un parcours en entreprise au préalable, ce qui fait que là aussi, c'est la mixité en tant qu'enseignant-chercheur et également en tant que salarié d'entreprise et entrepreneur, puisque j'étais moi-même consultante à mon compte à une période de ma vie. Et lorsque je suis arrivée à l'école, l'objectif là également, c'était de permettre de développer cet entrepreneuriat et donc l'entrepreneuriat et les parcours entrepreneuriaux au niveau de l'école existent depuis plus de 15 ans. Donc, voilà, c'est ça. Alors, si je ne me trompe pas, ça fait maintenant 16 ans ou 17 ans que vous êtes justement professeur management entrepreneuriat à l'ESCPO, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, Alexandre. Oui, tout à fait. Voilà, donc j'imagine que vous avez vu beaucoup d'étudiants, étudiantes entrepreneurs justement se lancer. Peut-être pour démarrer, on va dire par rapport à l'audience qui nous écoute, quelles sont on va dire les bonnes pratiques et les erreurs que vous voyez qui sont assez récurrentes, sur lesquelles vous aimeriez revenir, voilà, des choses à éviter absolument ou des choses à faire absolument? Alors, bonne pratique, je pense que chacun d'entre nous, nous avons nos pratiques à nous et à mettre en place. Donc, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises pratiques. L'individu, la personne, que ce soit une fille ou un garçon, lorsqu'elle souhaite entreprendre, la première chose, c'est avoir confiance en soi. Et c'est cette confiance qui va lui permettre d'aller plus loin et d'aller au bout de ce rêve entrepreneurial, tout simplement. Et ce que nous avons mis à Pau réellement, c'est un parcours qui permet d'accompagner l'étudiant dans cette démarche entrepreneuriale. Alors, accompagner pourquoi? Parce que réellement, il faut déjà qu'il y ait en place une volonté au niveau de l'établissement de mettre en place une pédagogie qui soit adaptée et qui permette à tout étudiant et à toute étudiante, bien entendu, de pouvoir rentrer dans ce champ entrepreneurial. Alors, c'est vrai que nous, on travaille vraiment sur du learning by doing, et ça, c'est dès le démarrage. Donc, ce learning by doing, excusez-moi de le dire, mais c'est réellement travailler avec d'autres, travailler sur de l'expérimentation. Et là, ce que je vais me permettre, si vous me laissez le temps, c'est de partir d'un exemple précis. Alors, l'exemple, je vais vous prendre le cas de Naomi. Naomi, si elle est par là, elle va se reconnaître. Naomi est réellement une étudiante qui, au démarrage, en première année, est partie pendant 4 mois au Pérou. Et au Pérou, c'est quelqu'un qui aime bien rencontrer l'autre. C'est une jeune fille qui aime s'investir dans tout ce qui est démarche sociale et solidaire. Et Noémie est allée à la rencontre de femmes là-bas qui tissaient un petit peu de laine d'alpaga, mais elle faisait chez elle et de façon pas toujours très pertinente. Elle revient à l'école et revenant à l'école, elle dit tiens, cette idée-là, elle me séduit. Et puis elle continue et après cette idée-là, on lui donne la possibilité
eh bien, de faire un parcours avec Wichita. Donc là, elle part aux États-Unis et avec des étudiants de l'ESCPO, elle va s'aguerrir avec des notions de connaissances en management, en entrepreneuriat, parce qu'il faut quand même de la connaissance et un peu de savoir par rapport à cela. Je ne suis pas prof pour rien. Et donc, elle revient de Wichita et elle se dit, ouais, quand même, j'ai appris des techniques, c'est pas mal. Et entre-temps, moi, j'avais démarré l'option pro entrepreneuriat et PME. Et Naomi, puisqu'ils ont le choix des parcours, Naomi me dit, mais est-ce que vous pensez que je peux rentrer dans votre parcours? Mais bien sûr, Naomi, allez-y, venez et on va. Alors, dans ce parcours entrepreneuriat et PME, elle s'est dit, bah, là, je peux avoir un déclic. Pourquoi? Et puis, Christine, que je salue à nouveau, là, j'ai fait travailler Naomi sur un projet de femme entrepreneur. Et elle a fait des études de cas sur des chefs d'entreprise du territoire de l'Adour, puisque je suis sur Pau. Et donc là, elle s'est dit, bah, tiens, quand même, c'est formidable, je travaille sur une étude de cas de femmes de chefs d'entreprise, elles ont réussi, elles n'ont pas toutes des parcours académiques, mais elles avaient un projet, elles avaient une passion, elles avaient une ambition, elles sont allées au bout de leur rêve. Et donc là aussi, ça fait un déclic dans la tête de Naomi, elle s'est dit, bah, pourquoi pas moi? Et à ce moment-là, puisque je suis référente Pépite, j'ai dit à Naomi, ben, pourquoi ne pas t'inscrire sur Pépite, les concours? C'est ce que l'ont dit les deux premières intervenants. C'est vrai qu'il faut aussi challenger les jeunes et leur donner la possibilité. Elle a participé à ce concours et bien qu'elle ait eu la formation à l'école, je lui ai dit, mais écoute, va plus loin et fais le diplôme universitaire d'entrepreneuriat. Et elle a fait le D2E à l'UPPA. Et donc, parallèlement à la formation qu'elle a suivie à l'école, parallèlement donc à cette formation, nous lui avons donné la possibilité, dans son stage de 6 mois, de dire, bah, écoute Naomi, au lieu de faire ton stage en entreprise, bien, tu vas faire ton stage sur ton projet d'entreprise, sur ton projet de création d'entreprise. Et on lui a donné la possibilité de repartir au Pérou et de voir concrètement, puisque nous avions travaillé sur son business model, voir si réellement il y avait une possibilité de création de valeur, quels étaient les réseaux avec lesquels elle pouvait participer et intervenir. Elle y est partie pendant ces 6 mois. J'étais son référent école. Il y avait une référente au niveau de Pépite, qui se reconnaîtra là aussi à Bordeaux. Et donc là, on a accompagné, parce que l'accompagnement est important. Et ça, c'est vrai que c'est indispensable. Il ne faut pas laisser les jeunes sans accompagnement. L'accompagnement, que ce soit des réseaux, que ce soit des coachs, que ce soit, j'allais dire, des entreprises, parce qu'on a eu des startups qui sont venues, qui ont montré un petit peu quel était le monde par rapport à tout cela. Eh bien, Naomi, à son retour, eh bien, non seulement a eu son master, bon, ça c'était bien déjà, elle avait son diplôme en poche, et puis, eh bien, elle a créé son entreprise. Et l'entreprise, c'est Mounami. Et cette entreprise, réellement, c'est sur l'alpaca, je vous donne. C'est une entreprise sociale et solidaire. C'est une entreprise qui fait travailler des communautés de femmes en Amérique latine, au Pérou, bien entendu. Elle leur donne la possibilité de vivre, d'exercer au travers de leur passion, puisqu'elles font des chandails au niveau de la laine d'alpaga. Elles font ce travail-là. Et Naomi arrive donc, après, transporte ces marchandises-là en France et ces produits-là sont vendus. Alors, Naomi est aujourd'hui, son entreprise est créée depuis 2016. Elle existe toujours. Donc, vous voyez, elle a continué. Alors, elle exerce également un autre métier à côté. C'est pas l'argent, la source, c'est la motivation première par rapport à Naomi. C'est pas ça. C'était réellement, on est sur de la valeur globale. Vous aviez posé la question pour savoir qu'est-ce qui incite la femme à aller. J'ai travaillé donc sur des études de cas de femmes de chefs d'entreprise. On n'est pas sur la performance économique, c'est pas ça ce que recherche la femme. C'est vraiment une performance globale. C'est de la responsabilité sociale et environnementale. C'est aider. On est sur de l'humanisme par rapport à cela. Et réellement, et je suis ravie. Alors j'ai d'autres étudiants, bien sûr, depuis 17 ans. Oui. D'autres étudiants. Je passe la parole à mes collègues de tour de table parce qu'elles doivent avoir des anecdotes. Je vais être très, très bavarde. Et donc, je me suis répondu, Alexandre.
Oui, non, mais en fait, c'est vraiment, c'est ça, je pense, qui est intéressant, c'est aussi d'écouter des histoires. Et puis, il y a quelque chose que je vais retenir aussi dans votre discours, c'est que d'un côté, quand on est entrepreneur, il faut être autodidacte, il faut se débrouiller, il faut faire les choses par soi-même aussi. Mais à côté de ça, c'est important de bien s'entourer, de justement faire partie d'un écosystème. Voilà, comme quoi les deux pans sont assez importants. Et effectivement, du coup, ça ouvre une porte aussi à Christine. Christine, tu es avec nous, donc voilà, directrice des programmes Les Premières Nouvelles-Aquitaine, qui a aussi, depuis 2011, hein, c'est ça, à la tête En des 2011. Premières, Mm, voilà, tout à fait. accompagné plus de 200 femmes entrepreneurs, je crois, dont certaines, voilà, ont vraiment des belles histoires. Oui, tout à fait. Merci, merci aussi pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Rapidement, les premières, c'est un incubateur entrepreneurial. On accompagne des femmes et des équipes mixtes. Tu l'as dit, 200 entrepreneurs en un peu moins de 10 ans, avec cette volonté d'accompagner sur à la fois ces femmes pour révéler leur talent d'entrepreneur et de futurs chefs d'entreprise. Hein, c'est quand même un métier assez particulier aussi, tout en accompagnant des projets qui seront créateurs d'emplois sur le territoire. C'est important pour nous d'accompagner ces femmes qui ont des projets pas toujours hyper ambitieux au début, mais qui peuvent vraiment prendre de l'envergure au cours de l'accompagnement, et d'accompagner des projets innovants aussi. On sait qu'on a plein d'idées, plein de talents, et que c'est important de pousser aussi sur la différenciation. Et en fait, elle fait une très belle transition, parce que je voulais illustrer en donnant aussi un ou deux exemples, surtout sur l'importance, alors quand on est accompagné par un incubateur ou une structure ou autre, l'importance et l'opportunité que ça donne à rentrer dans un écosystème entrepreneurial, à pousser des portes. Tu as dit même tout à l'heure se frotter à l'écosystème, mais c'est exactement ça. Et nous, on est vraiment là, alors tous les intervenants hein, depuis tout à l'heure, pour permettre vraiment d'aller plus vite, rencontrer des personnes qui vont vraiment aider à avancer dans le projet, le structurer, le faire se développer, etc. Et du coup, j'ai deux exemples. Je ne sais pas si j'aurai le temps de citer les deux, mais d'entrepreneurs qui sont passés par l'incubateur Pépite. Alexandre Savin et Lou vont sans doute les reconnaître, pour juste montrer qu'en mettant le pied justement dans une structure ou dans l'écosystème, on arrive à tirer le fil, et que ça donne parfois des très très beaux parcours et des belles rencontres. Mon premier exemple, c'est Armandine, qui a créé Archimède, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui a donc été incubé par Ubilab, l'incubateur Pépite qui est à Bordeaux. Armandine, qui, pour le coup, est d'origine africaine, a fait une partie de ses études à Bordeaux, et a bien vu toute la difficulté qu'il y a quelquefois quand on arrive d'un pays étranger à pouvoir s'installer en France, avoir le visa étudiant, etc., trouver un logement. Ça demande tout un tas de choses assez complexe parfois. On sait que l'administratif en France, c'est pas toujours hyper facile, et donc elle voulait, via un outil numérique, faciliter cette installation en France, et puis faciliter du coup les apprentissages de ces étudiants qui arrivaient. Donc elle a été accompagnée, je pense, à l'idée hein, par Ubilab, et puis vraiment sur la structuration de ce projet, qui est un très beau projet avec une utilité sociale hyper importante. Et donc, nous, on a été amenés à la rencontrer quand elle est sortie de l'incubateur. On l'a accompagnée pendant un temps sur le projet, on l'a mise en lien avec pas mal de structures, etc. L'aider à prendre confiance aussi, parce que quand on est étudiante, qu'on se frotte un petit peu et à un modèle économique qu'il faut inventer, un écosystème où il faut convaincre, surtout quand on a un projet innovant et qu'il faut montrer que c'est peut-être nouveau, mais il y a vraiment un marché et des choses à faire.
Ah oui, je vois qu'Alexandre a mis du coup les coordonnées du site d'Armandine. Merci. Donc, bon, elle a démarré, etc. Parfois, elle n'arrivait pas à rentrer par une porte, donc elle ouvrait les fenêtres. Et puis, c'est important aussi quand on est entrepreneur, la ténacité, la pugnacité sont des vraies qualités d'entrepreneur hyper importantes et il ne faut pas s'arrêter à un non, surtout pas s'arrêter à un non, mais savoir revenir par d'autres endroits ou d'autres personnes le cas échéant. Et aujourd'hui, Armandine, alors elle a pu candidater à un programme dont vous avez sans doute entendu parler qui s'appelle French Tech Tremplin, dont elle avait eu l'information par le réseau. Elle a fait le premier volet French Tech Tremplin, donc en fait c'est un appel à projet national qui permet, c'est vraiment pour pouvoir permettre à des entrepreneurs qui sont parfois un peu éloignés de l'écosystème entrepreneurial. Ce n'était pas tout à fait le cas d'Armandine à ce moment-là, mais c'était important pour elle de mobiliser encore plus le réseau et d'avoir des financements pour continuer à avancer dans le projet. Donc appel à projet national qui permet une mise en lien direct avec la French Tech. Là, en l'occurrence, c'était la French Tech Bordeaux, d'avoir du financement pour pouvoir amorcer le projet. Elle a fait le premier volet qui s'appelait la prépasse. Elle lui a permis quand même d'avoir 20 000 € de financement pour pouvoir développer le site, commencer à faire de la prospection, etc. Et puis, elle a été retenue il y a 2 mois sur le deuxième volet French Tech Tremplin, donc la partie incubation, qui aujourd'hui lui permet d'avoir 42 000 € de financement, 30 000 € pour financer de la prestation directe. Et ça lui ouvre des portes incroyables puisque c'est un appel à projet national. Donc, elle est mise en contact avec tous les lauréats. Ils sont 200 et quelques en France aujourd'hui, donc qui ont tous des projets innovants et avec qui elle peut faire du partage d'expérience, mais aussi la communauté French Tech de la capitale Bordeaux et des différentes French Tech régionales. Donc, ça ouvre des portes incroyables et des financements, ce qui lui permettra d'aller chercher ensuite, après, d'autres financements. Et ce qui est important, c'est toutes ces occasions qu'elle a eues de pitcher son projet. Tout à l'heure, on disait qu'il ne faut pas hésiter à parler du projet. Et toute occasion est bonne pour en parler. Parfois, peut-être se prendre des remarques pas toujours bienveillantes, mais trouver des arguments pour pitcher mieux la fois suivante. Et puis, il y a plein de mentors dans la French Tech qui sont hyper intéressants, des chefs d'entreprise aguerris. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont chez Emera, par exemple, donc qui peuvent ouvrir leur carnet d'adresses, eux aussi, partager leur expérience de chef d'entreprise aguerri qui a déjà 10, 20, 30 salariés, qui a testé tout un tas de choses, qui est peut-être parti à l'international, qui a participé à des salons comme le CES de Las Vegas ou ce genre de... Donc, voilà, elle est rentrée par une... pas par une petite porte d'ailleurs, mais elle a posé le pied. Voilà. Elle a posé le pied, elle a rencontré Pépite et ça lui a ouvert des portes incroyables. Et c'est vrai que c'est un cheminement en fait. C'est un cheminement et en l'espace de 2-3 ans, donc j'aurais plein d'illustrations parce que finalement, quand on est étudiant, entrepreneur et étudiant, il y a un sacré avantage quand on est jeune entrepreneur, c'est qu'on n'a rien à perdre par rapport à une femme en reconversion qui aurait 45 ans, 3 enfants, etc. Quand on est tout jeune entrepreneur, toutes les opportunités sont intéressantes à saisir et on n'a pas grand-chose à perdre. Du coup, ça fait une parfaite transition. Merci beaucoup, Christine. Merci. Avec Gwenaëlle, effectivement. Gwenaëlle, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous.
Bon, mais super. Ben, peut-être, écoute, je t'invite à te présenter et expliquer un petit peu ton activité. Et puis, ben voilà, ça peut être intéressant aussi de mettre en lumière, toi, justement, ben, comment tu te frottes à l'écosystème. Donc, en tant que, justement, étudiant entrepreneur, comment tu bénéficies de cet accompagnement dont on a un petit peu discuté hier déjà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Gwenaëlle Guiriec, j'ai 22 ans et je suis étudiante entrepreneur. Donc, j'ai créé mon entreprise Lagadu à l'âge de 20 ans en 2019 et je fabrique des biscuits apéritifs à base de drèches de lierre. Alors, les drèches, c'est les résidus de céréales utilisés pour la fabrication de la bière et actuellement, c'est jeté. Donc, moi, mon but, c'est de les valoriser en les intégrant dans des biscuits apéritifs. Et l'ambition de mon entreprise, c'est de valoriser de nombreux coproduits alimentaires en les intégrant dans des préparations culinaires basiques. Donc, j'ai développé mon produit depuis plus d'1 an. Il est commercialisé. On peut voir le packaging. Et les crackers se présentent sous forme de tablettes pour que le consommateur puisse les tartiner, les casser au gré de ses envies. Super. Alors, c'est une démarche éco-responsable. Donc, les crackers sont vendus dans des circuits courts, donc les brasseries partenaires, des épiceries fines, des restaurants, des bars, etc. Je commercialise deux biscuits, enfin 2 saveurs, thym ou moutarde. Et actuellement, donc, je suis toute seule dans mon entreprise, donc je gère la fabrication, la commercialisation, la communication, voilà, tout l'aspect entrepreneurial de l'entreprise. Et donc, ça fait à peu près 1 an que j'ai créé. Je vais prochainement m'associer parce que voilà, l'entreprise va se développer. Et je suis encore en études, donc je suis en Master 2 en génie biotechnologie et management en agro-industrie à l'Université de La Rochelle. Donc là, voilà, j'ai terminé mes études et je suis en stage donc, dans mon entreprise, donc, comme on avait évoqué tout à l'heure, donc qui est aussi bien pratique. Et pour parler plus de l'accompagnement, donc moi, je suis accompagnée par Pépite et plus particulièrement ma chargée d'accompagnement qui est Gaëlle Delelier, pour qui je veux dire un grand merci car elle m'a énormément accompagnée. Parce que moi, du coup, j'ai vraiment le domaine technique. J'ai toujours fait mes études en sciences et dans l'agroalimentaire et je ne connaissais absolument rien à l'entrepreneuriat. Voilà, je connaissais plus le domaine public par des parents qui étaient fonctionnaires. Donc, l'entrepreneuriat et le privé, c'était vraiment des domaines que je ne maîtrisais pas. Et j'ai pu apprendre pas à pas, de manière autodidacte, comme on l'a évoqué précédemment, et découvrir tout ça. Et c'est surtout grâce à Gaëlle que j'ai pu du coup, monter mon entreprise, avoir les outils et les clés pour développer mon entreprise. J'ai aussi été dans l'incubateur Campus Innov de l'Université de La Rochelle, où j'ai pu avoir une bourse pour aussi lancer ma phase de développement. Et j'ai aussi reçu des conseils de la part des différents intervenants dans cet incubateur. Et j'ai aussi été suivie par Cyclab. C'est un laboratoire d'innovation en économie circulaire. Et ils ont pour but de mettre en lien des entreprises ayant des déchets et d'autres entreprises pour valoriser ces déchets. Et eux, ils m'ont énormément accompagnée justement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, me mettre en lien avec des acteurs de l'économie circulaire et m'aider aussi sur le domaine technique pour, par exemple, trouver des drèches de brasserie, trouver des locaux pour fabriquer, etc. Donc, je dirais que vraiment l'accompagnement, c'est la clé de la réussite d'un projet. Il faut vraiment bien s'entourer, trouver les bonnes personnes avec qui on se sent à l'aise et avec qui on aime communiquer. Et ça peut être aussi difficile parce que même si on a énormément d'accompagnement, on est toujours les seuls à prendre la décision. Et en étant, pour ma part, jeune, une femme et sans expérience professionnelle, voilà, c'est un peu délicat de rentrer dans un monde professionnel. Donc, en plus, l'entrepreneuriat, on ne connaît pas forcément grand-chose. Et le fait d'être légitime et de faire les bons choix, c'est aussi difficile. Et à la fin, on est les seuls à choisir et à décider des directives. Donc, voilà. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Alors, je trouve ça assez dingue parce que tu as fait tout un listing de personnes qui t'entourent, d'écosystèmes, avec, voilà, en complément de ce que disait Janine, ce que propose aussi Christine. Enfin, donc, vraiment, pour terminer là-dessus, puisqu'on est un petit peu pris par le temps, mais il y a le choix adapté à tous les niveaux de maturité, adapté à tous les types de produits. Il faut juste, en fait, oser rencontrer toutes ces personnes-là, tous les représentants de ces structures d'accompagnement et aller toquer à la porte, pour imager très simplement, et voir et savoir, OK, je me sens bien, là, j'ai trouvé ces conseils intéressants, etc. Donc, voilà, vraiment, pas hésiter à pousser les portes des structures d'accompagnement, de l'école, en passant par votre mairie, votre région ou d'autres accompagnements publics ou privés. Un grand merci toutes les trois pour cette intervention. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat. Il y en a une, si je peux me permettre. Oui, il y en a Alexandra, une de Léa.
qui est peut-être plus à destination de Christine, même si bien sûr tout le monde peut répondre. Mais, alors, bonjour, est-ce qu'il y a des aides financières particulières pour les femmes qui entreprennent ou des sites où elles sont répertoriées? Y a-t-il des critères d'éligibilité particuliers? Il y a assez peu d'aides directes, à part le fonds de garantie de France Active, fonds de garantie égalité femmes. Il y a quelques concours quand même qui permettent plus de la visibilité de la communication que d'avoir des dotations financières spécifiques, quoique chaque région peut avoir ses propres aides. Et en tout cas, vous avez, si vous voulez répertorier les aides, alors par exemple, vous avez le site de BPI Création qui permet de répertorier toutes les aides financières existantes, que vous soyez une femme ou non dans un projet. Mais c'est vrai qu'il y a eu plus d'aides financières, en tout cas vraiment fléchées entrepreneuriat des femmes, il y en a un petit peu moins. Pardon, si je peux me permettre, en tout cas, que l'on soit femme ou homme, il y a des aides sur l'entrepreneuriat. Et donc, je pense que là, il ne faut pas faire de distinction, que ce soit une femme ou une. L'objectif, c'est d'amener son projet qui a bien été travaillé au préalable, qui a bien été pitché, parce que c'est vrai, Christine, il faut bien le pitcher pour être sûr de cela. Et après, femme ou homme, à partir du moment où on connaît bien son projet, où on a pu au niveau de l'école, on a un incubateur de la même façon, eh bien là, on obtient les aides voulues par rapport à cela. C'est vrai. Effectivement, alors je viens de partager sur le chat le mapping qui a été fait par la French Tech Bordeaux des structures d'accompagnement, qui doit d'ailleurs exister dans chaque région. Et je vous invite à aller voir, puisqu'en fait, chaque structure d'accompagnement peut aussi vous amener et vous recommander des accompagnements financiers, hommes ou femmes confondus, bien évidemment. Je compléterai juste en disant très rapidement qu'il y a eu cette prise de conscience quand même pas si récente que ça sur le fait que les femmes demandent moins de financement et en ont moins in fine que les hommes, et que quand on parle de levée de fonds, il y a beaucoup moins de financement levé par les femmes que les autres, mais il y a une prise de conscience quand même de tous les réseaux de financement bancaires, prêts d'honneur, etc., pour qu'il y ait plus, peut-être pas d'égalité, mais qu'il y ait plus cette différence qu'il pouvait y avoir à une époque, et un petit peu moins quand même de clichés dans la prise de décision des financeurs que ça a pu l'être à une certaine époque. Mais c'est vrai qu'il faut être bien préparé par les structures d'accompagnement quand même. Merci beaucoup à toutes les trois. On enchaîne de suite. Lou, je te passe la main. On a un petit peu empiété sur ton temps, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup, merci Janine, merci Christine, merci. Et on va passer du coup, Lou, je te passe la main. Oui, merci, pas de problème. Donc, on va enchaîner sur la troisième et dernière table ronde. Pour cette table ronde, on vous propose de discuter sur une thématique qui est peut-être un petit peu plus ancrée dans l'actualité et peut-être sujet à polémique. Ce n'est pas le but de ce soir. Le but de ce soir, c'est vraiment de comprendre un petit peu comment la nouvelle génération se positionne dans les mouvements de libération de la parole de la femme, et surtout, en fait, quel est l'impact que ça va avoir, ces mouvements, sur leur posture entrepreneuriale ou sur leur parcours entrepreneurial. Donc, je vous propose d'accueillir ce soir Mathilde Arény, qui est donc la fondatrice de l'association Femmes de Lettres. On peut peut-être l'applaudir. Je ne sais pas, les spectateurs ne sont pas beaucoup présents, voilà, en vidéo. Merci. On accueille également Sarah Garmandia, qui est la fondatrice de l'entreprise Pidookie, qu'on peut applaudir également. Et on accueille Thibaut Bergamini, si tu es parmi nous, oui, tu étais caché, qui est donc membre d'honneur de la junior entreprise IAE Consulting Bordeaux. Alors, peut-être avant qu'on entame la discussion autour de ces sujets-là, je voudrais vous rappeler 3 dates clés pour mettre les bases de notre discussion. Une première date qui me semblait importante de rappeler, c'est le 13 juillet 1965,
qui marque le droit des femmes pour pouvoir travailler librement sans avoir à demander l'autorisation à son mari. Donc, en plein sujet, évidemment, avec notre sujet de ce soir. S'en est suivi une deuxième vague dans les mouvements féministes qui est cette fois prônée davantage l'égalité des sexes avec les mouvements Girl Power. Et plus récemment, à partir de 2010, on entend parler des concepts tels que la charge mentale ou la pression que peut avoir certaines femmes qui travaillent et qui auraient d'autres tâches en plus à avoir ensuite à la maison. Ou bien encore les hashtags MeToo. Donc la question que je voulais vous poser à tous les trois ce soir, c'était quel est l'impact de ces mouvements en fait dans votre parcours entrepreneurial ou peut-être même dans votre quotidien d'entreprise, sachant que vous êtes très représentatif de la diversité entrepreneuriale qu'il existe. Ça peut-être en amont de répondre à la question, présenter un petit peu vos structures puisque vous représentez les 3 grandes possibilités d'entreprendre qui ne sont pas toujours que l'entreprise financière telle qu'on l'imagine. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui veut prendre la parole en premier? Eh bien, je propose à Mathilde, puisque tu es la première sur ma vignette, de prendre la parole et puis de nous présenter l'association Femmes de Lettres. Merci Lou pour la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Femmes de Lettres, c'est l'association qui a été créée et pensée pour accompagner les femmes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et le but, en fait, c'est de les aider à se réconcilier avec leur corps et avec elles-mêmes, avoir plus confiance en elles. Et l'idée, en fait, c'est d'accompagner une sortie d'hospitalisation grâce à la socio-esthétique pour qu'elles puissent renouer avec leur corps pour s'aimer et donc vaincre ces maladies qui sont très compliquées à gérer. Et à côté, il y a aussi beaucoup de communication pour briser tous les tabous qui existent sur cette maladie. Donc, c'est une association et c'est plus de l'entreprise sociale et solidaire, enfin de l'économie sociale et solidaire. Très bien, merci. Et donc, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ou peut-être un élément d'actualité qui t'aurait marqué et qui aurait eu un impact plutôt de nature positive dans ton parcours entrepreneurial, dans la création de cette association? Dans la création, c'est plus la découverte d'un podcast. C'était Génération XX et en fait, c'était autour des femmes entrepreneurs et ça m'a vraiment poussée à me lancer, à me dire que moi aussi, je pouvais le faire, même du haut de mes 22 ans à l'époque. Et en fait, c'était que des récits de femmes qui entreprenaient et qui réussissaient ou qui ne réussissaient pas. Et ça m'a donné du courage et la force de croire en moi, en fait. Très bien, merci. Thibaut, je te vois hocher de la tête. Est-ce que tu souhaites rebondir sur ce que dit Mathilde? Oui, déjà bonsoir à tous. Je suis ravi de pouvoir mettre un tout petit peu de mixité dans les intervenants de ce soir. En fait, pour resituer, une junior entreprise, c'est un cabinet de conseil, mais qui est là monté par des étudiants, donc qui permet à tout entrepreneur d'accompagner sa création à différents stades de développement. Et à côté de ça, moi, je suis étudiant en master entrepreneuriat à l'IE de Bordeaux, donc j'ai l'occasion de rencontrer donc pas mal d'entrepreneurs. Et en fait, donc je ne vais pas forcément parler de mon expérience du coup, étant donné que je ne fais pas face à ces mêmes défis, mais par contre, j'ai souri sur l'intervention de Mathilde parce qu'effectivement, aujourd'hui, en fait, il y a un gros travail qui a été fait dans les dates que tu as données, Lou, sur changer la culture, changer le poids social qu'il peut y avoir autour de la femme. Et je pense aujourd'hui, c'est l'expérience que j'ai eue de jeunes femmes entrepreneurs que j'ai vues ces dernières années, qui est qu'en fait, à un moment, elles reprennent la position, j'ai bien aimé tout à l'heure, de l'entrepreneuriat des femmes et pas l'entrepreneuriat féminin, parce qu'au final, il a fallu faire cette distinction à un certain moment, de dire, voilà, la femme peut entreprendre, la femme peut réussir. Et aujourd'hui, finalement, c'est plutôt
resituer en disant, eh bien, tout simplement, sans dire qu'il y a une différence, on évite d'appuyer sur cette différence-là. Et les femmes que je vais réussir sont finalement des femmes qui se sont dit, à un moment, on entendait, je crois que c'est Amandine, pardon, dire, moi, je ne me suis pas posé de questions, je ne me suis pas demandé comment ça allait se passer, j'y suis allée et j'ai fait ce que j'avais envie de le faire et comment j'avais envie de le faire. Et c'est comme ça que ça a réussi, en fait. Et je pense que donc, c'est cette tendance du pouvoir de la femme, finalement, il est hyper important, mais qu'elle soit une femme ou un homme. Et autant pour un homme que pour une femme, le message que j'ai envie de donner, c'est le pouvoir, il est en nous, c'est ce que je disais, on est notre seule limite. Et dire maintenant aujourd'hui qu'il y a des bons socles quand même sociaux et culturels qui ont été mis sur le fait qu'il n'y a pas de différence entre une femme et un homme pour entreprendre en termes de réussite d'entrepreneuriat, eh bien, il faut que certainement on tourne plus vers la femme qui se dit il n'y a pas de différence, je ne vais pas alimenter cette différence-là et juste je vais dire moi j'y vais et j'évite de me poser la question, même si effectivement il va y avoir des fois un poids, par exemple il y a la grossesse que évidemment l'homme ne pourra pas avoir, il y a ce poids-là certes, mais elle peut avancer malgré tout en se disant il n'y a pas cette différence-là et on le voit finalement dans les chiffres, on a parlé de beaucoup de chiffres donc je pourrais en donner s'il faut, mais qu'au final les entreprises des femmes sont de 1 plus rentables et de 2 moins soumis au risque. Et au final, on se dit il y a un énorme poids sur la femme, mais au final, elle réussit très bien. Et donc, à partir de là, on évite d'alimenter donc cette différence-là et juste on essaye, on teste, comme disait Alexandre tout à l'heure, on teste, on y va et on voit comment ça fonctionne. Très bien, merci. Sarah, qu'est-ce que tu pourrais peut-être nous dire sur ton parcours? Est-ce que toi, tu as été confrontée à ces choses-là ou pas? Sachant que tu vas peut-être nous en parler un petit peu, mais tu viens de signer un gros contrat avec une boîte historique plutôt masculine. Donc, est-ce que chez toi, c'est des questions qui se posent dans ton travail et dans ton parcours entrepreneurial? Merci Lou, bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être commencer par me présenter rapidement. Je suis en dernière année d'école de commerce, j'ai 23 ans et j'ai lancé mon projet pour sensibiliser les enfants à l'écologie et renforcer leur pouvoir d'agir surtout. Et donc les kits que je propose s'adressent aux enfants entre 6 et 8 ans. Alors Lou, tu parlais des différents mouvements de libération de la femme. Je voulais d'abord rendre hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui se sont battus pour les droits et la place des femmes dans la société. Parce que je suis née en 1997, donc c'est vrai que j'ai grandi dans un monde où ces mouvements avaient déjà fait leur œuvre. Et en plus, j'étais dans une famille où la place de la femme était totalement égale à celle de l'homme. Et je pense que grâce à ça, j'ai aussi conscience des inégalités et les inégalités me sautent aux yeux. Alors en plus, je pense qu'on peut tous tomber d'accord là-dessus, mais c'est vrai que les comportements sexistes, ils s'ancrent dans l'esprit, dans les mentalités dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que comme je porte un projet qui s'adresse aux enfants, qui plus est entre 6 et 8 ans, je sens une vraie responsabilité puisque j'ai absolument pas envie de reproduire des clichés, même inconsciemment. Donc, je réfléchis beaucoup aux mots utilisés, aux images, aux métiers que je présente. Et donc, pour la petite histoire, par exemple, donc, mon projet s'appelle Kizuki. Et au début, c'était un petit personnage unique que j'avais voulu non-genrer. Sauf que représenter un personnage non-genré, ça a été très difficile. Et puis le faire parler aussi et s'adresser à lui. Et en fait, voilà, et utiliser des mots, c'était difficile parce que finalement, la langue française est énormément genrée et c'est très difficile de faire des phrases sans faire apparaître le genre. En fait, c'est même quasiment mission impossible. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet de réflexion et qui me fait peur aussi parce que voilà, rien que les couleurs, on en parlait tout à l'heure dans une autre table ronde, mais c'est vrai que le rose, le bleu, c'est encore très présent. Pendant mes tests, j'ai pu montrer différentes images à des enfants. Et oui, les garçons voulaient le bleu et les filles le rose. Donc, c'est encore une réalité. Peut-être que je peux partager aussi un chiffre avec vous qui montre d'autant plus la responsabilité qu'on a quand on s'adresse à des enfants. 70% des personnages faisant la cuisine ou le ménage dans les manuels de lecture de CP sont des femmes. Donc ça, c'est une étude qui date de 2015. Donc j'espère que si on refaisait l'étude aujourd'hui, il y aurait une amélioration déjà. Mais voilà, c'est vrai que c'est ce que je voulais partager avec vous. Parce que on parle aussi des inégalités
dans les tâches ménagères, par exemple. Et j'ai beaucoup évidemment de parents dans mes clients, donc j'ai pu échanger avec eux. Et c'est vrai que ceux qui viennent vers moi pour acheter des activités à leurs enfants, ce sont surtout des femmes. Et alors, voilà, c'est un constat. J'ai peut-être des centaines de parties prenantes depuis 3 ans que j'ai lancé le projet. Et il y a une énorme majorité de femmes. Alors que oui, c'est un constat, mais voilà ce que je pouvais partager. Si je peux rebondir sur ce que disait Sarah, et merci beaucoup pour ton partage. Effectivement, je remarque, alors j'avais pu d'ailleurs avec les premières aussi, entre autres, mettre en place un événement sur l'entrepreneuriat féminin l'année dernière. Donc, interroger des femmes, voilà, échanger avec des structures d'accompagnement. Et en fait, il y a une réelle différence qui se crée entre la femme entrepreneur de la nouvelle génération, des nouvelles générations, et des femmes entrepreneurs des anciennes générations. Donc, les anciennes générations ont dû faire partie de cette lutte, de ce combat justement pour mettre au devant la femme entrepreneur. Et comme disait Sarah, on l'en remercie. Et je pense qu'effectivement, en tant que femme, il y a une certaine fierté de pouvoir utiliser ça, enfin, pouvoir bénéficier de ça. Et au final, quand je parle à des femmes, donc peut-être plus autour de ma génération, qui sont dans l'entrepreneuriat, elles me disent, moi, je vis moins ça, donc il y a moins besoin de lutte, mais il y a beaucoup plus au final besoin de partager tout simplement cette parité. Alors évidemment, comme dit Sarah, il y a encore en fait des impacts sur la société, les couleurs, la culture, évidemment, ça ne change pas en 5-6 ans. Mais par contre, il y a une vraie différence et c'est peut-être un espoir aussi qu'on peut donner de dire il y a des évolutions qui se font dans le fond. Et grâce aux nouvelles générations qui arrivent et aux parités qui sont déjà intégrées finalement à ces nouvelles générations, au fur et à mesure, on va réussir à lisser. Et on n'est plus aujourd'hui, je pense, en tout cas, dans les mêmes combats qu'on pouvait y avoir il y a quelques dizaines d'années. Et ça, déjà, c'est une belle chose à noter, je pense, de dire qu'il y a d'autres combats aujourd'hui. Et diriger donc le discours, mais que ce soit auprès d'un homme et auprès d'une femme et auprès de n'importe quelle population, de dire on n'est plus aujourd'hui dans cette lutte, donc il n'y a plus forcément besoin de, comme par rapport à la question initiale, d'être dans un mouvement de girl power, etc. Mais juste dire, en fait, non, moi, je suis dans la culture de la parité. On a introduit aujourd'hui un événement sur l'entrepreneuriat des femmes avec la mixité, donc je trouvais ça génial. Et bien, justement, c'est la mixité aujourd'hui qui est mise en avant. Il y a même les études que j'ai pu faire auprès des différentes femmes qui disent que finalement, avoir une femme et un homme, ça présente beaucoup plus d'avantages. Et voilà, et je pense que c'est grâce à cette nouvelle génération et le travail qui était fait avant qu'aujourd'hui, on peut beaucoup plus se diriger vers cette mixité sans forcément avoir besoin de donner un super pouvoir à la femme. Et de toute façon, j'ai envie de dire, il n'y aurait même pas besoin de le prouver parce que les chiffres disent déjà que les femmes font preuve de beaucoup plus de résilience et de combat au quotidien qui leur permettent d'être plus rentables. Donc au pire, si on veut le prouver, on pourra. Mais aujourd'hui, battons-nous sur ce qui est actuel, de dire allons sur une mixité parce que personne a à prouver à l'autre, juste à réussir à collaborer, quoi. Merci. Est-ce que Mathilde, tu partages aussi ces propos? Oui, totalement. Après, du coup, moi, j'ai fait Sciences Po, donc j'ai eu la chance quand même d'avoir une culture aussi d'école qui était pour l'égalité entre les sexes. Et par mes expériences personnelles aussi, j'ai jamais non plus été empêchée par le fait que je sois une femme. À chaque fois, c'était plus mon âge qui gênait. Et même dans l'armée, parce que j'ai fait aussi des expériences dans l'armée, j'étais pas gênée. Enfin, juste, je me rendais compte que oui, il y a des choses que physiologiquement, je n'étais pas capable de faire. Mais on a tous le même esprit, donc voilà. C'est compliqué, mais je partage les mêmes avis. Il y a des moments, la mixité est importante parce que on va avoir des compétences à partager. Et puis, de toute façon, chaque être humain a en lui une part de féminité, une part de masculinité. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à mettre en avant aussi et savoir tirer parti de chacune de ces énergies. Très bien. Finalement, lorsque on vous a invité sur cette table ronde entrepreneuriat féminin, quelle a été votre réaction? Quelles questions vous vous êtes posées? Parce que à vous écouter, j'ai l'impression qu'on tombe quand même sur un consensus qui est davantage favoriser la mixité et que finalement, vous ne vous posez pas tellement la question dans votre parcours entrepreneurial ou dans votre quotidien, à savoir si vous êtes une femme, s'il y a des différences. Vous les vivez, vous les voyez évidemment lorsqu'il y en a peut-être plus flagrantes que d'autres, mais elles ne vous posent pas de problème nécessairement. Donc, la question que je me pose peut-être pour conclure cette table ronde, c'est
Cet événement entrepreneuriat féminin, pour vous, comment il se traduit? Est-ce que c'est… Je vais pas anticiper la réponse. Je vous laisse répondre. Sarah, je te vois rire. Je pense que tu es… Ah, ou Thibaut, je vous sens prêt à répondre. Vas-y, Sarah, je t'en prie. Alors, la réaction, en effet, quand j'ai reçu le mail d'invitation, c'était de me dire, bon, je ne vis pas forcément de discrimination ou de réels freins au quotidien, ou enfin voilà, personne en tout cas me met des freins. Par contre, c'est vrai que le constat est clair et les chiffres le sont aussi. Les femmes entreprennent moins et on le voit parmi la population qui entreprend et les personnes que l'on côtoie. Donc, je pense que toute initiative pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et pour le mettre en avant est chouette. Et donc, c'est pour ça que j'étais ravie de participer à cette table ronde aussi. Mais ce que j'observe simplement en tant qu'entrepreneur, c'est une différence de tempérament et de posture réelle avec des entrepreneurs masculins. Souvent, sans faire de généralité, c'est vraiment qu'une observation très personnelle, mais j'ai l'impression que les entrepreneurs masculins vont être beaucoup plus sûrs d'eux. Et souvent, il m'arrivait d'écouter un entrepreneur pitcher son projet, j'avais l'impression qu'il était 10 000 fois plus avancé que moi. Et en fait, en regardant concrètement, en posant des questions, non, pas du tout, il était bien loin de moi, il venait juste de commencer le projet. Et donc, c'est vrai que voilà, j'observe cette vraie différence, mais de l'observer et de s'en rendre compte, ça permet aussi d'essayer de gommer ça. Et si eux pitchent et donnent l'impression que ça fait 6 ans qu'ils bossent sur leur projet, ben, nous, on peut faire pareil aussi. Ouais, je réponds à la question aussi, Lou, de toute façon, hein, toujours aligné aussi avec Sarah. En fait, quand j'ai vu cet événement-là, déjà, j'avais espoir qu'on parle de mixité. Donc, je suis ravi que ce soit introduit là-dessus, parce qu'effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir, mais je pense qu'on n'est plus à l'ère de « il faut absolument femme, 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 femme », parce qu'il y a besoin de renverser. Aujourd'hui, du coup, on en est là. Et en même temps, en fait, j'avais envie de partager les chiffres que j'ai pu voir, les témoignages que j'avais eus, qui disaient bah, finalement, moi, je ne me pose pas la question, j'y vais. Et limite, j'ai même eu une femme qui m'a dit, une jeune femme qui m'a dit, bah, en fait, limite, il y a tellement de choses autour de la femme qui entreprend que moi, j'avais presque plus d'opportunités qu'un homme parce que bah, il y avait énormément de personnes qui pouvaient m'accompagner. Et du coup, je trouvais ça super cool. Et après, l'autre élément, c'était qu'il y a une stat qui dit effectivement, il y a moins de financement pour les femmes, mais parce qu'elles en demandent moins. Et pourquoi elles en demandent moins? Parce qu'il y a plus besoin de financement, par exemple, dans la tech, là où les femmes sont moins nombreuses, et parce qu'aussi les femmes sont aussi, donc ça c'est plus les structures d'accompagnement qui le disent, sont plus minutieuses, sont plus précises et pragmatiques que les hommes qui ont plus le goût du risque. Et en fait, au final, si on s'arrête aux chiffres, ouais, il y a moins de financement pour les femmes, on se dit, ah ouais, il y a une polémique à faire, mais si on va un petit peu plus loin, on se dit, ah mais c'est juste qu'elles en demandent moins, parce que peut-être qu'elles vont demander juste ce dont elles ont besoin, peut-être qu'elles ont une meilleure notion du risque. Et en fait, c'est ce message-là que j'avais envie aussi de partager, qui est que qu'est-ce qu'on fait des chiffres? On pourrait toujours faire une polémique, mais est-ce qu'on ne peut pas juste à un moment alléger le débat et dire que finalement, il y a des bonnes choses à prendre derrière ces chiffres-là? Et je finirai juste en disant, il y a aussi un auto-sabotage finalement de la femme qui voit tous ces éléments-là et qui se dit, ah ouais, moi j'ai moins de chance pour entreprendre, il y a plus de responsabilités, je vais moins réussir. Et c'est là où des témoignages de femmes entrepreneurs montrent tout simplement des success stories et qui disent, mais non, tu peux y aller, tu peux le faire. Et il ne faut pas s'auto-saboter et juste avoir, comme disait Sarah, la confiance, dire mais si, j'ai la même chance. Et c'est déjà à l'intérieur de soi, je trouve qu'on pourra avoir la réponse à ça. Mathilde, est-ce que tu souhaiterais conclure sur un petit mot ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon pour moi, je pense qu'ils ont tout dit. Ok. Et bien dans ce cas, on va conclure cette table ronde, je pense, sur 2 mots. Du coup, parler de mixité et osons la mixité. Et je reprendrai la phrase de Christine qui nous a mis dans les commentaires également. Il faut maintenir ce genre d'action spécifique tant que les stats ne montrent pas tant que les femmes restent sous-représentées. Voilà, merci pour vos interventions. Je repasse la main donc à Alexandre pour la suite de la soirée. Merci beaucoup, Lou. Alors, du coup, moi, je vais m'adresser de suite à Laura et Alexandre. Peut-être qu'il y a des questions justement sur ces interventions ou des témoignages.
Visiblement, non, hein. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Mais c'est vrai que, en fait, je pense que les questions, elles viennent aussi avec un petit peu de recul, après avoir écouté tous ces retours d'expérience. Et puis, un petit peu comme je pense qu'on n'a pas arrêté de le dire tout le long, c'est vraiment, enfin, moi j'ai le sentiment de parler à mon petit garçon en me disant, bah oui, mais plus tu fais du vélo, mieux tu vas en faire. Ben voilà, là c'est un peu, on est vraiment en train de se dire, ben voilà, il faut faire, il faut tester, il faut se confronter pour pouvoir justement après avoir des interrogations, est-ce qu'on fait les bonnes décisions, etc. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas Lou, merci Mathilde, merci Sarah. Merci pour vos interventions respectives. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions pour clôturer. Voilà, je vois que on commence à avoir des remerciements. Ben, voilà, merci en tout cas à toutes les intervenantes et intervenants. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, écoutez, voilà, on peut terminer. N'hésitez pas, surtout là, pendant que justement on est en train de terminer, de partager vous-même vos initiatives. Justement, je m'adresse à l'audience, hein, mais aussi aux intervenants, intervenantes. N'hésitez pas, voilà, à partager, à confronter, à échanger. C'est le bon moment. De vous rajouter derrière sur LinkedIn. Oui, Alexandre, Thibaut, oui, je profitais de la perche justement. J'avais envie de dire si des femmes ont envie de témoignages, ont envie de voir un petit peu des success stories, eh bien qu'elles n'hésitent pas. C'est l'initiative des étudiants de certains étudiants de l'IE de Bordeaux avec les entrepreneurs solidaires, donc heure comme l'heure de la journée, qui vont partager qui déjà partagent des témoignages de success stories de femmes entrepreneurs. Donc, une initiative qui vous pourra permettre bien d'avoir quelques éléments supplémentaires sur des témoignages de femmes. Voilà. Super, merci Thibaut. Bah oui, effectivement, hein, c'est le moment des dédicaces. Donc, n'hésitez pas, que ce soit orale ou écrite, voilà, n'hésitez pas à nous les partager. Peut-être, Lou, avant de se quitter, on va dire l'étape suivante, quels sont les autres événements? Tu as parlé tout à l'heure de 100 000 entrepreneurs. Je sais qu'il y a un concours aussi organisé avec eux prochainement, c'est bien ça? Alors, non, pas pour nous, en tout cas, pas pour notre côté. Nous, les prochains événements sur lesquels vous pouvez nous retrouver, c'est à l'occasion de la cérémonie du prix Pépite. Pour ceux parmi vous, dans les spectateurs qui sont étudiants entrepreneurs, vous pourrez candidater à ce prix en juin. Et nous vous invitons à tous nous retrouver, alors en physique ou en visio, suspense, en septembre, à l'occasion de la cérémonie du prix Pépite, ou peut-être à l'occasion de différents événements qu'on organisera durant la semaine créative en septembre. En tout cas, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Entrepreneuriat Campus Aquitaine ou Pépite ECA. Vous aviez normalement, voilà, je pense qu'en plus il y a les liens qui vont être mis. Vous pourrez également retrouver certainement à l'occasion du mois de l'entrepreneuriat féminin en mars le replay de cet événement. Voilà, et donc n'hésitez pas à nous solliciter ou à nous poser des questions si vous voulez. De même que pour Thibaut, des témoignages d'étudiants entrepreneurs, parce que nous en avons plus de 350 sur tout ECA Pépite. Donc, on a un certain nombre de personnes qui peuvent vous répondre, peut-être. Donc, voilà, on est là pour vous. Super. Et j'ai oublié je voudrais remercier tout le monde pour cet événement. Donc, déjà, évidemment, remercier les équipes du Pépite ECA. Coporté par les 3 établissements, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Université de La Rochelle, Université de Bordeaux. Également l'équipe de Citinov qui a donc organisé la première partie de cet événement. Remercier donc Alexandre Soutra pour ton intervention en plus de dernière minute. Merci beaucoup et puis de nous avoir aidés à la construction de cet événement. Merci à Nathan Liba pour l'émulsion des questions.
les réflexions autour de cette table ronde et puis ta participation évidemment en tant qu'animateur. Merci à toi. Je t'en prie. Et puis merci à tous nos intervenants, bien évidemment, sans qui on n'aurait pas eu matière à discuter. Et merci à Eka Pépite, du coup, pour l'organisation et à nos animateurs du soir. Exactement. Bravo à toi, Lou. Un grand merci. Et bravo à toutes nos intervenantes à qui j'invite d'allumer la caméra pour peut-être un au revoir général. Voilà, on était très nombreux. Du coup, c'est... voilà, super. Hop là. Voilà, on est tous, on est tous présents. Donc, bon, ben voilà, un grand bravo. Merci pour toutes vos interventions. Et voilà, je pense que là, on peut faire du bruit, on peut crier. Ouais. Surtout, voilà, on remercie l'audience pour votre participation. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et excellente soirée à toutes et à tous. Et à très bientôt, je l'espère. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne Très soirée à bonne tous. soirée. Merci, au revoir.